Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Objectif Finisher. Alors aujourd'hui, je fais un peu une exception à la règle, c'est que la personne qui est en face de moi, qui s'appelle Mathis, qui est un jeune entre guillemets, mais qui n'est pas jeune dans la maturité, vous allez vite le comprendre, parce qu'il est bourré de responsabilités quand je parle avec lui, et il m'invite chez lui. Je trouve ça vraiment génial de ta part, Mathis. Merci de m'inviter chez toi. Bah écoute, merci à toi d'être venu jusqu'ici, et bienvenue. Ouais, c'est gentil pour la Jurassique. J'ai fait la route rien que pour ça, mais franchement, déjà d'une, oui, ça vaut le coup parce que je suis face au Mont Blanc, même si aujourd'hui il est un petit peu sous les nuages, il n'est pas sous le chapeau ni sous le bonnet, là c'est plus une chapka là. Ouais, ce matin il faisait beau, on a pu en profiter un peu, mais là, cet après-midi, c'est pas la même. Vous reconnaissez peut-être pas sa voix parce qu'on t'entend pas souvent en fin de compte, au micro. Et au final, non, pas trop. Souvent, en tout cas ces dernières années, j'étais beaucoup derrière la caméra, ouais. Et puis je me mets pas beaucoup en avant, ou alors quand c'est vraiment avec un casque et un masque, donc on me reconnaît pas forcément. Et puis là, ces derniers temps, avec le projet avec Inoxtag, c'est un peu plus, je suis un peu plus devant la caméra. Ouais. Voilà, donc forcément, c'était un peu la préambule qu'on avait tous les deux, c'est l'actualité, c'est ce que tu fais, ce que tu mènes comme projet avec Inoxtag, que moi je connaissais il y a pas si longtemps que ça, mais quand j'ai regardé sur YouTube, forcément, je vois les followers, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un phénomène, cet apôtre, c'est même un apôtre, on pourrait dire, pour certains d'ailleurs, et on va survoler le sujet maintenant, parce qu'en fait, finalement, c'est l'actualité, mais je suis vraiment pas venu pour ça. Pour autant, qu'est-ce qui fait que tu dis oui à un projet comme celui-ci, ou du moins un gars comme celui-là? Eh ben écoute, moi du coup Inoxtag je le connaissais pas du tout à la base, donc quand il m'a contacté comme toi, j'ai jamais entendu parler de lui. J'avais entendu parler de son annonce quand il avait annoncé qu'il voulait faire l'Everest, parce que là dans le microcosme de la montagne ça avait fait un peu du bruit et du coup j'avais entendu parler de cette annonce-là. Et au final après on s'est rencontrés sur Paris, on s'est contactés via un ami qu'on avait en commun. Et on a passé 2 jours ensemble. Moi j'ai compris qu'en fait sa démarche c'était plutôt de découvrir la montagne sous tous ses aspects, plutôt que l'objectif Everest. Et moi je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit si tu veux faire l'Everest, en fait t'as pas besoin de moi, si tu veux tu t'entraînes à Paris et puis dans 1 an tu vas à l'Everest, tu payes une agence et c'est réglé quoi. Mais si par contre tu veux découvrir la montagne un peu sous ses aspects, là y a pas de problème, je t'emmène en sécurité et je te fais découvrir tous les aspects de la montagne. Ah, très intéressant. Alors là, justement, ça va permettre de faire la transition avec toi, mais qu'est-ce qui fait que, non pas on t'appelle toi, ces agents, les gens qui sont autour de lui t'appellent toi, on peut comprendre, parce qu'on sait que on va le voir ensemble, t'as plus qu'une notoriété dans le monde de la montagne. J'aime bien ton site internet, je le fais en français, un objet circulant non identifié, en français, c'est à peu près ça, non? Un ovni, ouais, il avait dit. C'était Baptiste Chassagne qui m'avait défini comme ça. Un UFO. Voilà. Un UFO, ouais, c'est écrit autrement sur ton site, mais j'aime bien, on va en parler de ça parce que c'est difficile de te mettre dans des cases, Mathis. Donc, pour ceux qui connaissent la montagne, Mathis, il n'y en a pas 36, c'est Mathis Dumas, bien, encore faut-il le rappeler. Mais pourquoi lui, finalement, par rapport à ton objectif, tu dis, t'as pas besoin de moi? Mais il dit, si, par rapport à ces 2 journées, j'ai envie, alors c'est plus le besoin, c'est j'ai envie de faire avec toi. Ouais, il avait vraiment envie de découvrir la montagne et du coup, là, moi, je lui ai expliqué un peu la façon dont je voyais les choses. Je lui ai dit, écoute, pour le moment, l'Everest, on n'en parle pas. Et si tu veux faire des choses, au début, il voulait aller à droite à gauche, au Kilimandjaro, à Concagua. Je lui ai dit, écoute, on va pas faire 10 000 voyages. Il y a déjà plein de choses à faire dans les Alpes, et en particulier autour de chez nous, de Chamonix. Donc je lui ai dit, déjà, une première phase, on fera ça. Et puis après, si cette première phase, elle se passe bien, que ça te plaît, et tu vois, par exemple, je lui ai dit, on fera de l'escalade, tu peux commencer à t'entraîner à faire un peu d'escalade à Paris, dans les salles de bloc et tout. Et lui, il comprenait pas, il me dit, mais je comprends pas, l'Everest, tu me dis que c'est que de la marche, mais tu me dis qu'il faut faire de l'escalade. Je lui dis, ouais, parce que du coup, les choses qu'on va faire en montagne, ça va inclure de l'escalade, les courses d'alpinisme. Donc, et au final, il a vraiment adoré l'escalade. Maintenant, il aime trop l'escalade. Il me dit, ouais, j'aime trop cette sensation de toucher le rocher, d'avoir ce feeling, l'adrénaline et tout. Donc, tu vois, il a découvert plein de passions à travers ce qu'on a pu faire cet été ensemble. Et du coup, moi, ils m'ont appelé à la base parce que du coup, vu que je gère la partie aussi image, photo, que j'ai cette dimension-là, et la dimension guide, ça fait que j'arrivais bien à accorder, on va dire, les 2 univers pour gérer un projet où lui, il a besoin de faire de l'image en montagne, et en même temps, il a besoin d'être amené en sécurité pour découvrir et évoluer en montagne jusqu'à son projet de l'Everest. Et du coup, là, moi, je me suis dit, ok, je peux m'occuper de la partie purement photo, cadrage. Je connais les mecs qui sont capables de faire ça. Je peux t'organiser tout ça, il n'y a pas de problème. Et moi, après, je lui ai dit, si tu veux un guide, au final, moi, je peux le faire. Je peux t'emmener, du moins au début,
on sera tous les deux, et puis j'amènerai des gars qui viendront nous filmer, tu vois. Et sauf que moi, à la base, je devais pas du tout apparaître dans le documentaire, enfin, même dans les vidéos, j'étais vraiment, tu vois, le gars un peu de l'ombre qui l'emmène en sécurité, et puis tout était centré sur lui. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris au début, tu vois. Et au final, on a une super bonne relation, on s'entend très bien, au fur et à mesure des ascensions, du temps qu'on passe ensemble et tout, on s'entend vraiment bien. Moi, au final, je découvre ce petit gars qui est bourré de talent et vraiment qui m'a vraiment impressionné, hein, de détermination. Il a un mental impressionnant et il est vraiment doué, quoi. Il est vraiment doué. Dès que je lui explique un nœud, dès que je lui explique une manip, tout de suite c'est intégré, c'est acté, et ça m'a vraiment impressionné, quoi. Et du coup, ça fait que sa progression, elle a été à vitesse exponentielle, quoi. Ça a été très très rapide. Et au début du projet, il avait commencé le projet avec d'autres gars. En fait, il avait commencé avec notre équipe au tout début. Et il devait faire un autre projet. Il devait faire le GR20 avec un gars un mec qu'on connaît en commun, là, Nico Mathieu, qui est aussi youtubeur. Et Nico Mathieu, il a dit, mais tu fais avec qui ton projet de l'Everest et tout. Il a dit, tu devrais appeler Mathis Dumas. Je pense que ce sera un bon gars pour bosser sur ça et tout. Et du coup, Nico qui m'appelle. Moi, j'étais chez moi, il me dit « Ouais, t'as entendu parler de ce gars, Inoxtag et tout ?» Je dis « Ouais, j'ai entendu parler, mais sans plus, quoi. » Et il me dit « Peut-être qu'il va t'appeler si t'es chaud et tout. » Je dis « Écoute, moi, je prends les infos, puis après, on voit, quoi, si jamais... » Et bon, au début, je me suis dit « Oh là là, le bourbier youtubeur qui va aller à l'Everest. » Je me suis dit « Ça, c'est encore un plan foireux. » Et au final, le gars m'appelle 5 minutes après, il me dit « Ouais, salut, c'est Inox, c'était chaud, on se voit sur Paris, machin. » Donc, une semaine après, monter à Paris, passer 2 jours avec lui. Et du coup, là, bon feeling, bien matché. Et puis après, du coup, pendant le mois qui a suivi, toi, le temps un peu des négociations, des démarches, qu'est-ce qu'on fait pas, ma vision de la montagne que je lui avais exposée, je me suis dit, est-ce que vraiment je fais ce projet, tu vois, parce que du coup, c'était quand même... du coup, j'apprenais à connaître ce gars, je me rendais compte qu'il était quand même vraiment, vraiment très influent. Et je me suis dit, mais si je le fais pas moi... peut-être c'est d'autres gars qui vont le faire, et ils le feront peut-être pas de la bonne façon, tu vois, ou donnant peut-être pas la meilleure image de la montagne, du moins de ce que moi je pense. Et je me suis dit, c'est con parce que ça va nuire au final à l'image de la montagne, ça va nuire à tout le monde, alors que si un gars comme ça, on le prend et on le met dans des bonnes dispositions, derrière il a une influence sur toute la jeunesse française quasiment, et du coup tu fais passer les bons messages via ce gars-là. Et tu vois, il faut réussir à comprendre ses codes à lui, les appliquer avec nos codes à nous, et du coup, tu arrives à faire passer les bons messages et à éduquer au final toute une jeunesse et à donner envie à tous les gens qui vont le suivre de faire de la montagne ou même juste de faire du sport en général. Hein. C'est ça aussi le but de lui, ce qu'il a envie de faire, c'est qu'il a envie de montrer qu'en étant en mouvement, en faisant des... Tu vois, il fait un pas pour aller vers l'Everest, et en fait, n'importe qui peut se donner n'importe quel objectif. Et en faisant un pas vers cet objectif, petit à petit, tu vas réussir à y arriver, quoi, en se mettant... Alors peut-être ça te prendra 2 ans, 3 ans, mais chaque petite étape que tu vas faire te rapprochera de ton objectif. Et lui, c'est vraiment ça qu'il a envie de montrer. Il me disait, mais moi, même si je fais pas l'Everest, c'est pas grave, je me serais donné un objectif, je sais que j'aurais appris plein de choses, je sais que j'aurais découvert plein de choses, et lui, c'était son but, tu vois, de base, plus que te dire, je veux faire la croix à tout prix, je veux faire le sommet à tout prix. Donc c'est ça qui m'a plu aussi dans la démarche, avec ce gars. Je repose ma question, Mathis. Pourquoi il a envie de le faire avec toi? Je parle d'envie, là. Tu vois, pas... Merci pour tout ce que tu nous partages et tout. Et ça fait une belle raison de pouvoir accompagner un personnage comme celui-ci et de bouger, faire du sport. Et ça, c'est génial d'avoir un youtubeur qui peut faire transmettre ce message-là plutôt que les JO. Parce que les JO, c'est aussi le message, à bouger, prenez soin de votre santé, en entreprise, dans la vie de tous les jours. Mais finalement, les grands communicants d'aujourd'hui sont des gens comme Inoxtag. Et si tu peux y apporter aussi, toi, au travers de ton expérience et ton parcours, cette éducation de la montagne, du monde de la montagne, c'est tout à ton honneur. Mais pourquoi il te lâche pas? Alors, je veux dire autrement, il t'a choisi, entre guillemets, lui, pour des raisons qui sont liées à l'envie, j'imagine, mais aussi pourquoi il reste avec toi aujourd'hui. Je pense qu'au début, il m'a vraiment fait confiance. Il m'a senti dans mon approche, il a senti que ça allait le faire. En tout cas, on s'est bien entendu, on avait un peu les mêmes références sur des trucs à la con, mais tu vois, genre, on écoutait un peu les mêmes musiques, on arrivait à se comprendre assez facilement. Et
Alors que moi, je connais pas du tout son univers, tu vois. Même ses vidéos, j'avais jamais regardé. Et puis même quand je suis allé le voir, je me suis dit, je me force à pas regarder ce qu'il fait, je veux vraiment le prendre tel qu'il est, tu vois, sans avoir d'influence ou quoi. Et au final, en fait, toutes les sorties qu'on a fait ensemble, on a eu un petit peu de chance sur la météo quand même, je dois le reconnaître. Mais tout a déroulé, si tu veux, à chaque fois qu'il est venu, il venait entre 1 semaine et 10 jours par mois, tout l'été. Et à chaque fois qu'il est venu, c'était que des programmes aux petits oignons, tu vois, où ça s'enchaînait nickel. Il s'est senti en sécurité, il a senti que la progression, elle était logique, c'était réfléchi. Les personnes avec qui on s'entourait, c'était que des mecs voilà, très pros, très reconnus dans le milieu. Et du coup, bah, tu vois, ça l'a mis en confiance, quoi. Ça l'a mis en confiance. Et pareil, les images qu'on a pu sortir lors de ces entraînements-là, bah, c'était les images que lui, il attendait. Donc au final, bah, voilà, ça a matché. Parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant quand même. Il est très très exigeant envers lui et aussi envers les autres, avec les personnes avec qui il travaille. Et ce qui est normal. Mais du coup, ça a bien matché parce que du coup, vraiment, moi, du coup, de ma connaissance, c'est vraiment, tu vois, en fait, la rencontre, elle était un peu au bon moment de moi, ma carrière, et lui, au bon moment de lui, sa carrière. Et du coup, ça a vraiment matché. Où moi, je connaissais, bah voilà, j'ai déjà bien fait le tour de la montagne, bien fait le tour de toutes les activités. J'étais déjà allé plusieurs fois en Himalaya, donc je savais plus ou moins les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Et voilà, du coup, à chaque fois, ça s'est bien passé. Lui, il a toujours eu des bonnes expériences. Et tu vois, j'essaie à chaque fois de le pousser un tout petit peu hors de sa zone de confort. Et au début, il me disait, mais t'es fou, on va mourir, c'est n'importe quoi. Et puis au final, maintenant, avec du recul, il comprend, tu vois. Il me dit, mais... Où il y a des choses qui me disaient, mais ça, c'est impossible à faire. Et maintenant, il l'envisage. Il dit, ah ouais, maintenant, ça, on peut le faire. Donc, il a vraiment compris la démarche. Ouais. Tu vois, en même temps, faire l'Everest, si on se dépasse pas un peu, ça va être compliqué le jour J. Donc là, tu le sors un peu de sa zone de compétences d'urbaine aussi, puisqu'il vient de la ville, quoi. Clairement. Donc, il faut découvrir la montagne. C'est pas le même environnement. Donc, si tu sors pas de ta zone de routine, entre guillemets, ça va être compliqué le jour J, quoi. Donc, c'est ce que tu l'amènes à faire, à ressentir, en fait. C'est ça. Et puis moi, je voulais vraiment qu'il soit autonome, tu vois, en montagne. Je lui ai dit, je veux que, même si on fait l'Everest, je veux que tu sois autonome. C'est-à-dire que je veux pas que tu te fasses emmener là-haut et que même en cas de problème ou quoi, je veux que tu puisses, toi, faire les choses par toi-même et que tu aies aussi une démarche intellectuelle de te dire, ah ben là, est-ce que je suis en train de passer sous un sérac, sur une crevasse, est-ce que l'encordement, il est bon, est-ce que... Je sais pas, la corde fixe sur laquelle je suis attaché, elle est bien attachée. Enfin, tu vois, toutes ces petites choses. Je voulais qu'il comprenne, en fait. Et lui, il a envie aussi de comprendre dans quoi il évolue. Tu vois, pourquoi on met des crampons, j'en sais rien, bipointe, et pas des monopointes. Est-ce que... Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Moi, je voulais vraiment qu'il comprenne, en fait, ce qu'il fait, quoi. C'est ça, c'est simple, et juste qu'il soit autonome. Et qu'il évolue comme un alpiniste et non pas comme un client. Ouais. Au final. Ok, donc une vraie cordée, une vraie aventure à deux, un binôme, et du coup, tu vas apprendre toi, et t'apprends peut-être un peu de lui. S'il y avait un truc que t'as appris, toi, au travers, alors peut-être pas dans la technique, tu vois, de l'influence et tout, mais tu vois, humainement parlant, un truc qui t'a percuté, tu vois. Moi, il m'a influencé, il m'a vraiment beaucoup influencé dans ma façon de faire, dans ma vie. C'est quelqu'un qui est très inspirant tu vois, il a plein de projets, il se donne des gros projets, typiquement comme l'Everest. Alors que moi, je l'avais dit au début, je dis, mais tu lances l'Everest, t'es même jamais allé en montagne de ta vie. Même en altitude, je lui dis aussi bien physiquement, physiologiquement, aussi bien tu supportes pas du tout l'altitude et tu pourras peut-être même pas faire le Mont Blanc, quoi. Je lui ai dit, donc je lui dis, c'est quand même, avec ton influence et tout, d'annoncer un projet aussi gros comme ça, alors que tu sais même pas si tu vas réussir à faire le Mont Blanc, parce que physiologiquement, c'est possible que ça marche pas. Ça m'avait surpris, tu vois. Je m'étais dit, ouais, putain, le gars, quand même, Mais il me disait, mais moi, je m'en fous. Il dit, ouais, toi, il a pas d'ego, quoi. Il dit, même si des fois, il fait des stories, il dit, ouais, les gars, je vais mettre moins d'1 heure pour faire le KV. Il met 1h10, il s'en fout, tu vois. Il dit, prochaine fois, je ferai mieux, c'est pas grave, tu vois. Il cache pas la vérité, tu vois. Vraiment, il est toujours dans l'authenticité, dans l'honnêteté. Ce qui est assez rare, tu vois, avec les... Je peux faire une dédicace à quelqu'un que tu connais peut-être pas encore. D'ailleurs, il s'appelle Mehdi Meknesh. C'est un judoka, un ancien professionnel. Et en fait, Mehdi, il dit un truc tout simple, c'est façon pour fou qu'on va se planter. Dis ton rêve, annonce-le, c'est pas grave de toute façon. Au pire, tu vas faire des rencontres incroyables, etc. Enfin, tout le truc de mindset classique, quoi. Et puis, bon, mieux tu vas le réussir. Mais en fait, ce qu'il dit, il a une méthode pour ça. Il dit, annonce ton rêve, faut le dire, c'est pas grave, assume. Et après, t'auras des détracteurs, écoute-les, accueille,
accueille ça, mais ça, tu fais la mode, tu fartes, quoi. Ça passe, ça glisse au-dessus. Et puis après, prends cette force de tout ça parce qu'en fait, quand t'as compris ça, t'es presque condamné à réussir, quoi. Mais c'est pas évident de dire ses rêves, d'annoncer, je vais faire ça, mais quelle prétention. Et c'est marrant, tu dis, il a pas ou peu d'ego, mais en fait, si on l'écoutait, les autres pourraient se dire, t'as le gars pour dire, alors lui comme tant d'autres, hein, il veut faire ça, mais qui c'est ce mec-là pour dire je vais faire ça, tu vois, le côté un peu prétentieux, c'est un peu les réflexes qu'on a en France, tu vois, toujours un peu le jugement, la critique, les plafonds de verre. Et toi, vu de l'intérieur, tu dis non, c'est pas un jugement de valeur, hein, ce qu'on discute, mais toi, ta vision, c'est dire non, c'est bien parce que pour le coup, au moins, c'est inspirant, quoi. C'est carrément inspirant. Et puis du coup, une fois qu'il l'a annoncé, lui, tu vois, il marche aussi, il se galvanise vachement avec les... Plus les gens ils vont avoir un avis négatif, tu vas dire ouais, tu n'y arriveras jamais, il va mourir, c'est n'importe quoi. Lui, ça le motive à montrer que c'est possible, tu vois. Ça me parle. Et du coup, lui, ouais, il a dit moi j'annonce ce projet-là, et puis derrière, maintenant, une fois que je l'ai annoncé, il faut que je le fasse. Et parce qu'en fait, tu vois, il était dans cette fast life, tu vois, un peu... de vie des réseaux, il va à droite à gauche, il a jamais le temps de couper, il est en Islande et en même temps il est sur 10 000 autres projets qui vont arriver en France, du coup il est jamais vraiment dans le moment présent. Et du coup il voulait vraiment prendre ce projet, tu vois, qui était un projet un peu plus à long terme, parce qu'en fait tous les autres projets ça allait tellement vite pour lui, qu'il s'est dit là faut que je me mette un truc qu'au moins ça me prenne 1 an, quoi, au moins 1 an minimum, tu vois. Et du coup il s'est dit je vais annoncer un truc énorme, il savait qu'il aimait la montagne, tu vois, c'est quelque chose qu'il avait un peu au fond de lui, il disait ouais j'aime bien la montagne et tout, et il s'est dit après, c'est comme le réflexe d'un mec qui connaît pas plus que ça la montagne, tu vois, il s'était dit, je vais faire le plus haut, le plus dur, le plus extrême, l'Everest. Bon, voilà, du coup, nous, après, dans le milieu de la montagne, on sait que c'est pas forcément le plus extrême, le plus dur et tout. Mais lui, au moins, ça lui a parlé, ça l'a motivé, et puis du coup, il a fait un pas vers ce projet-là, mais il avait dit, maintenant, une fois que je l'ai annoncé, j'ai pas le choix, quoi. Parce que sinon, il aurait pu faire plein d'autres vidéos YouTube, plein d'autres projets, mais qui étaient peut-être pas forcément... tu vois, c'est que des trucs à moyen, court terme, quoi, au final. Là, c'était le premier projet un peu plus long terme qui se lançait. Ouais. Et qui va le faire, je pense, rentrer dans une autre dimension, tu vois. Parce que du coup, en termes de production, c'est quelque chose qui va être au-dessus des productions qu'il fait normalement de manière classique sur sa chaîne YouTube. Donc c'est vraiment, il met un gros niveau. Si tu veux, le documentaire qu'il fait pour l'Everest, ça va être du niveau de Netflix, voire au-dessus, quoi. Mais qui donne, lui, il le donne à YouTube. Tu vois. Il dit, moi j'ai commencé sur YouTube, je le donne à YouTube. Alors qu'il a été approché par plein de grosses plateformes, tu vois, Amazon, Netflix et tout. Une sorte de loyauté dans sa façon de fonctionner, du coup. Il dit ouais, moi je suis là grâce à YouTube et j'ai démarré sur YouTube, donc il veut que ça reste gratuit et accessible à tout le monde. Il dit alors que ça lui coûte très cher, tu vois, c'est un documentaire qui coûte très très cher, alors qu'il aurait pu se le faire financer et diffuser sur une énorme plateforme, mais c'est pas son mindset, tu vois. Il était en mode peut-être que dans le futur il fera ça, mais là en tout cas sur ce projet-là. Alors, quand on parle de ce projet-là, qui n'est pas que le tien en tout cas, parce que c'est une part de ton projet aussi pour le coup maintenant, mais moi j'aime bien en discuter parce que finalement quand tu parles de l'autre, tu parles de toi. On pourrait dire quand on écoute ce podcast, on dit c'est un podcast sur Inoxtag ou sur Mathis Dumas, je comprends plus là. En fait, si vous réécoutez, vous mettez bobine arrière et vous réécoutez tout et vous écoutez pas parler Mathis en disant il parle de lui, quoi. Parce qu'en fait, quand tu parles de détermination, quelqu'un doué, de respectueux, qui a de la confiance, qui est exigeant, qui se dépasse lui-même, est-ce que tu parles pas un peu de toi? C'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais... Oui, mais pour le coup, le podcast, c'est toi. Alors, on n'aime pas parler de ça, surtout quand on est dans une région de Savoyard. Mais d'ailleurs, Tony Sbalby, vous le connaissez parce que je l'ai interviewé dans le podcast, mais pour qui j'ai un immense respect. Et de toute façon, en général, j'ai du respect pour beaucoup de gens sur cette planète, et fort heureusement d'ailleurs. Mais notamment pour des gens un peu taiseux, tu vois. Parler de toi, c'est toujours compliqué. Mais en même temps, tu ne vas pas pouvoir y échapper. Donc, et là, c'est ce que tu as fait. Finalement, je pense que tu parles de toi. S'il y avait une notion, en tout cas, en détermination, le côté respect, le côté exigence, dépassement de soi, transmission, s'il y avait un mot, toi, qui t'impacte le plus pour toi personnellement, pour parler de toi. Moi, ce serait plutôt détermination. Détermination. Détermination, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je pense aussi, c'est pour ça que ça a bien matché avec Inoxtag, parce qu'au final, on a un peu les mêmes valeurs. Et maintenant, c'est vraiment un ami, quoi. Voilà. Ok. Et l'amitié fait partie du coup des mots qu'on pourrait mettre dans ce que je viens de dérouler. Ouais, carrément. Carrément. Si je pose la question à un de tes amis de longue date, il dirait déterminé, Mathis, ou il dirait un autre mot? Ouais, déterminé. Moi, du coup, tu sais, je viens pas d'ici, hein, je viens d'Ardèche. Ouais. Donc. Ça parle pas non plus là-bas beaucoup. Ouais. Mais non, tu vois, moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était de devenir guide de haute montagne. Et
Du coup, j'ai quitté ma famille pour venir en montagne. J'ai tout lâché pour venir ici. À quel âge? Moi, du coup, j'ai bougé d'Ardèche. Je me suis déplacé après le collège. Donc, en fait, au moment de rentrer en seconde, mon papa, il m'avait dit, ouais, si tu veux réussir dans la vie, entre guillemets, il faut que tu fasses un métier qui te plaît, tu vois. Lui, son métier, ça lui plaisait pas. Il dit, ouais, tous les jours, ça me saoule d'aller au boulot. Et tu vois, tu peux pas te dépasser, tu peux pas être motivé. Et du coup, la vie, elle est longue quand même, tu vois ce que je veux dire. Genre, si tu fais quelque chose qui te plaît pas, c'est quand même compliqué. Et moi, j'étais en troisième, je comprenais, enfin, tu vois, je me disais, je comprends ce qu'il veut me dire, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire, quoi. Et moi, je disais, je sais pas, moi, la seule chose que j'aime, tu vois, on allait un petit peu au ski, mais tu vois, comme des Ardéchois, on allait un petit peu le week-end, des fois, on y allait une semaine. On allait surtout dans les Alpes du Sud, Risoul, Vars, tu vois, pas mal, c'était assez proche de chez nous. Et du coup, on allait pas mal là-bas en vacances. Moi, j'aimais bien. Je lui dis, je sais pas, moi, j'aime le ski. C'est le seul moment vraiment que je kiffais, tu vois. J'aimais vraiment beaucoup ça. Mais sauf que je me disais, tu vois, de quel moment tu passes du ski à un métier, à quelque chose de concret. Et là, mon papa, lui, il s'est motivé. Il s'est dit, ok, je vais regarder. Et du coup, il avait passé, je sais pas, 2-3 mois à regarder sur Internet, dans tous les sens, ce qu'il y a des écoles, des choses possibles et tout. Sachant que j'avais pas un gros niveau non plus, parce que tu vois bien, tu skis un petit peu quand t'es gamin. Mais bon, j'étais pas en ski club, j'étais rien, même je faisais un peu du sport, tu vois, du handball, du foot, comme les gamins de par chez nous, quoi. Et au final, on a trouvé un lycée biqualifiant, des lycées des métiers de la montagne à Saint-Michel de Maurienne, qui du coup te préparait donc à des métiers de la montagne. Et là, c'est plus du tout la même région, là, ça y est, t'es là. Ah là, en Maurienne, Savoie, Saint-Michel de Maurienne. Donc déjà, l'endroit, il... Et là, tu pars en seconde. Du coup, d'abord, je fais les tests. Donc, il y avait des tests d'entrée. Du coup, j'étais allé là-bas pour voir un peu ce que ça disait. Je m'étais dit, ouais, quand même, tu sais, c'est un peu une vallée austère, la Savoie. Enfin, la Maurienne, c'est quand même. C'est tristouné quand même. Ouais, tu vois, au début, quand t'arrives, tu te dis, ouais, c'est un peu austère. Les gens, ils parlent pas trop. C'est pas trop la même ambiance que par chez nous. Ça causait plus en Ardèche que, tu sentais que les gens étaient plus. À nous, il y a un petit peu d'influence du Sud quand même. C'est plus, tu vois, les gens, au moins, quand tu les croises, ils disent bonjour, même si tu connais pas. Là, en Savoie, ils te regardent et c'est tout, quoi. Il y a pas de... Donc, c'est pas la même ambiance, quoi. Tu sens que c'est une ambiance un peu plus froide. Et donc, j'avais passé les tests physiques et pour rentrer en section montagne. Et après, ils nous proposaient du coup, donc c'est où une section montagne qui te préparait pour être pisteur secouriste, accompagnateur moyenne montagne ou moniteur d'escalade. Et tu avais une autre section qui était réservée plutôt pour les gens des stations, qui était plutôt moniteur de ski ou haut niveau en ski alpin. Bon, du coup, ça, cette deuxième catégorie, c'est sûr que pour moi, c'était cuit parce que j'avais pas du tout le niveau de ski requis. Et après, en parallèle de ça, tu pouvais faire des études, du coup, qui étaient sur des métiers, on va dire, manuels. C'était type CAP, BEP, Bac Pro. Donc, très manuel. Et moi, j'avais choisi un CAP sur les remontées mécaniques. C'était CAP, remontées mécaniques et transport par câble. Et je m'étais dit, dans tous les cas, même si le côté montagne, pisteur ou accompagnateur moyenne montagne, ça me plaît pas ou ça marche pas, je travaillerai quand même en station, je serai quand même plus ou moins sur les skis d'une certaine façon. C'est que quand on fait l'armée, tu sais, souvent on va faire l'armée en se disant tiens, je vais aller faire du tir, faire l'hélicoptère ou dans la marine et sur les bateaux, puis en fait tu arrives et tu fais les tests et puis on dit effectivement tu peux être soit dans les commandos quand tu es l'image de l'armée, ou alors non, on va te mettre dans des métiers plus techniques, et finalement c'est peu importe parce que on se retrouve dans ce corps-là et on est dans cet environnement, et toi tu te retrouves là au milieu de la montagne à apprendre un métier qui est pas celui pour lequel tu te destines, mais t'es au bon endroit, t'as le sentiment. C'est ça, moi je me disais dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, je serai en montagne. Être en montagne. D'une débouchée ou l'autre, ça sera, alors que ce soit par le sport ou par on va dire par la technique, par l'industrie. Et du coup, à cette période-là, donc je me retrouve donc en CAP remontée mécanique. Donc on était libéré toute une partie de l'hiver. Je crois qu'on devait avoir 8 semaines sur l'année. Où on était libéré où on était encadré par des guides, des guides qui étaient à l'ENSA d'ailleurs, qui d'ailleurs après j'ai suivi jusqu'à mon cursus à la fin du guide. C'était marrant. Et du coup, toi, le guide à cette époque-là, c'est vraiment à échelle très long terme. Tu vois, ils en parlent même pas, quoi. Ils te disent si tu veux, on te forme, on fait des cours d'orientation, on fait un peu d'initiation en cascade de glace.
Et on fait un peu d'escalade, mais c'est vraiment, voilà, tu touches à tout, tu découvres un peu tout. Ça, du coup, pendant 3 ans, je passe mon CAP avec un petit bagage technique en parallèle. Et les gars qui étaient avec moi, du coup, en section montagne, donc moi, là, en gros, la suite logique, il n'y avait pas 10 000 suites logiques, c'était de partir en bac pro maintenance industrielle. Ouais. Et du coup, là, la suite, c'était à Moutier. Donc, on change de vallée, parenthèse. Donc là, je me retrouve à Moutier, sauf que là... Tu restes donc dans cette filière technique pour apprendre un métier. C'est ça. T'as Du pas coup, encore switché sur le côté... déjà, j'étais pas majeur, en fait. Ouais. J'étais même pas encore majeur. Uh-huh. Quand je suis sorti de Saint-Michel-de-Maurienne, j'étais pas majeur. Donc, tu vois, pas de voiture, pas de logement, même pas de possibilité de travailler au final. Donc, c'était ou le retour à la case départ, retour en Ardèche, ou alors, il fallait trouver une solution pour rester là-bas. Et la solution, c'était de continuer les études. Et voilà, sachant que j'avais tout quitté. Enfin, tu vois, en Ardèche, j'avais quasiment plus de copains en Ardèche. Mes parents, je les voyais très peu. Je rentrais juste les week-ends. Et encore, c'était pas tous les week-ends. Parce que bon, il faut quand même traverser tout le département en train. C'est pas facile. Et du coup, Moutier, donc là, bac pro en 2 ans. Je vais voir, donc, à Moutier, ils avaient aussi une section sport-études. Ouais. Un peu la même chose, avec une section montagne, une section ski. Ouais. Et là, je vais voir le directeur de la section montagne. Je lui dis, voilà, écoute, moi je viens de Saint-Michel-de-Maurienne, je sais qu'on peut pas être en biqualification à Moutier en montagne, parce que moi j'étais dans le secteur pro, donc en bac pro. C'était que réservé pour les, on va dire, ceux qui étaient dans le cursus seconde, générale, voilà. Et je lui dis, par contre, je suis motivé, si jamais il y a moyen de faire un peu d'entraînement avec vous, juste de grimper un petit peu et tout. Et il m'a dit, si t'as des bonnes notes, on verra, peut-être on pourra te libérer un peu des journées à droite à gauche. Et au final, de ce gars-là, c'est Nicolas Reynaud, qui était le directeur le président du club alpin français, et avec qui j'ai fait pas mal de montagnes l'été. En gros, l'été, lui, il me disait, je t'emmène dans les écrins. Lui, il connaissait toutes les marches d'approche, il avait fait tous les sommets 25 fois, mais il n'avait pas fait les voies techniques. C'était pas du tout un mec technique, c'était un mec qui a une grosse endurance, une énorme culture de la montagne, et il me disait, toi, techniquement, j'étais bon. Mais par contre, moi, je connaissais rien. Je n'avais pas ni de culture de la montagne, je connaissais pas ni les marches d'approche, ni les coins, je connaissais rien. Et lui, il avait plein d'idées d'enchaînement, de courses à droite, à gauche. Et du coup, le deal, c'était que lui, en gros, il m'emmenait un peu sur les marches d'approche, il connaissait les voies normales et tout. Et moi, je faisais tout ce qui était un peu les longueurs dures, techniques. Du coup, on a fait pas mal de courses ensemble comme ça dans l'été. Et au final, même... ça m'a permis de faire beaucoup ma liste de courses, le fait d'être en études aussi. Parce que, tu vois, quand t'es en études, t'es jeune, t'as du temps libre. Tu vois, j'avais les vacances, les grandes vacances d'été. T'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es libre. Tu fais. Donc, en fait, moi, je faisais que de la montagne à bloc tout le temps, quoi. Et du coup, pour moi, ça a été assez facile. Et du coup, je fais mes 2 années à Moutier, je passe mon bac pro. Et en même temps, après, du coup, je pars en BTS à Chambéry. Un BTS en maintenance industrielle. Et en même temps, les copains avec qui j'étais à Saint-Michel-de-Maurienne, eux, ils sont partis à Chamonix pour faire, un bac pro. Eux, à l'époque, c'était en vente action marchande, donc voilà, truc de commerce. Et du coup, moi, les week-ends, j'allais chez eux à Chamonix, tu vois. Et du coup, eux, ils étaient en biqualification au lycée à Chamonix. Donc, ils avaient rencontré des guides, pas mal d'amis sur place. Puis du coup, on avait un logement là-bas sur place. Donc, moi, tous les week-ends, je montais à Chamonix. Et là, pareil, bien ami avec le copain Là, on était bien amis avec Denis Poussin, qui était le chef de la BICA à Chamonix. Et qui, du coup, pareil, nous a emmenés un peu à droite à gauche. Nous a présenté des guides. Et tu vois, du coup, on était sur place. On avait les infos de... C'était quoi les courses qui marchaient, qui étaient en condition. Et du coup, là, pareil, ça nous a permis de faire de la montagne. Du coup, tous les week-ends, on faisait de la montagne à bloc. On rentrait, on était explosés. Et après, la semaine, on allait en cours et on se reposait la semaine, on regardait les topos tous les jours. Et puis le week-end, on repartait en mission. Expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers de la montagne. Quand tu parles de course, alors bon, si vous voulez un peu de la technique, vous pouvez écouter le podcast avec Tony Sbalbi. Mais sans rentrer dans cette technique, toi, quand tu dis je fais une course, quels étaient, toi, un petit peu tes
pas tes passions, mais tes envies, parce qu'on peut faire plein de choses en montagne. Tu es plutôt course glacier, course sur glace, plutôt la descente. Enfin, c'est quoi le style que t'aimes dans la montagne, toi? À l'époque, hein, peut-être pas À l'époque, moi, je faisais beaucoup de cascades de glace. J'ai fait les compétitions de cascades de glace. Donc là, à cette époque-là, tu faisais des compètes de cascades de glace? C'est ça, ouais. En même temps que piolet crampons. Et parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'avais fait un stage, en entreprise où je m'étais retrouvé avec un guide à Champagny-en-Vanoise. Et du coup, à Champagny-en-Vanoise, il y a une tour de glace. Et du coup, j'aime encadrer un peu avec lui des groupes. Et puis surtout, on s'entraînait à fond sur cette structure. Et du coup, la FFCAM, donc ils avaient lancé une sélection jeune de cascades de glace, d'escalade sur glace. Et on s'était retrouvés avec toute une équipe de jeunes qui aujourd'hui sont tous guides, tous des très très forts alpinistes aujourd'hui. Dont Aurélien Vessière et Antonin Cecchini, Octave Garbolino. Tu t'es retrouvé dans cet écosystème de gars passionnés par ça? On était tous ensemble, on était jeunes, on n'était même pas majeurs, on était tous hyper jeunes, on grimpait tous du coup très fort. Et du coup, nous, ce qui nous animait de base, c'était plutôt ça, la cascade de glace et les voies mixtes, tu vois, style un peu à la Jeff Mercier, tu vois, qui nous a énormément inspiré, les voies un peu mixtes dans les faces nord, voilà, tout ce qui était très alpi. Et parce que du coup, tu vois, la composante ski, au final, on l'avait pas tant que ça, parce que déjà de base, on n'avait pas un énorme niveau de ski, pas un énorme vécu. Et moi, en Ardèche, c'était plus facile de s'entraîner sur du rocher que tu vas faire de l'escalade que de faire du ski, quoi. C'est quand même sympa de t'entendre dire tout ça, parce que forcément, ceux qui te regardent aujourd'hui ou depuis un an, peu importe le temps, enfin, ceux qui te suivent depuis longtemps savent peut-être ce parcours, mais ceux qui regardent peut-être un peu vite sur les réseaux sociaux et se swipe un peu vite, au passage, tu racontes que tu viens d'Ardèche, t'es pas forcément un grand skieur entre guillemets de base, mais quand on te voit aujourd'hui sur tes vidéos, on se dit waouh, mais il a fait ça toute sa vie, quoi. Et non, en fait, c'est pas si vieux que ça, quoi. Non, c'est vraiment pas vieux du tout. Hein. Vraiment pas vieux du tout. Et puis moi, j'ai vraiment pas grandi dans cet univers-là. Et quand je suis venu ici, je comprends mieux. Excuse-moi de te couper, Mathis, mais je comprends mieux un petit peu du coup la perception que tu as de quelqu'un comme Inoxtag qui vient un petit peu avec ses clichés. Et toi, finalement, c'était un peu ton parcours, non? Enfin, je fais entrer en caricature. Attention, et en tout bien tout honneur. Je dis pas que ça t'a fait la même chose que lui, mais est-ce que tu retrouves en lui un petit peu ce côté le gars étranger étranger par rapport à la région, qui arrive et qui vient, qui connaît rien et qui en gros faut lui donner sa chance, quoi. Ouais, clairement, et puis qui casse les codes aussi un peu. Et justement, et toi, à cette époque-là, tu sens que tu as envie de faire les choses différemment ou non, tu es très plus dans une forme de respect, d'apprentissage, comprendre, faire avec? Non, là au début quand t'es jeune, t'es hyper humble, tu vois les gens qui évoluent autour de toi, il y a plein de gens très forts, et du coup t'as du mal à te projeter même, toi, à te dire c'est des choses que j'ai envie de faire, mais est-ce que je vais en être capable? Est-ce que ça va être possible? Tu vois, même juste de passer le guide, pendant très longtemps, je me disais c'est impossible, c'est trop dur. À partir de quand? Parce que là tu parlais du BTS tout à l'heure, tu as passé peut-être par là, tu commences à switcher. Du coup c'est à la période où après je bouge donc de Moutier, je passe en BTS à Chambéry, et là en fait je passe en BTS en alternance. Je passe sur un BTS en alternance à Chambéry, donc en maintenance industrielle. Et là, du coup, l'alternance, je me dis, faut que je trouve une entreprise qui me veut bien. Et dans l'idéal, dans les remontées mécaniques. Et du coup, je m'étais dit, l'idéal pour moi, l'idéal, ça serait Chamonix, tu vois, c'est Compagnie du Mont Blanc. Mais bon, moi, je connais rien, je connais personne, j'ai même pas un pied à terre, je connais même pas un mec dans la vallée. Tu connais personne dans la vallée de Chamonix? Rien. Sérieux? Ah, personne. Aujourd'hui, tu viens à Chamonix, parce que t'es là, t'es ici. Ouais, il y a des mecs qui pensent que je suis d'ici et tout, quoi. Alors oui, on fait vite les raccourcis. Moi, je connaissais personne. Et du coup, je me dis, tu vois, un peu... En plus, toi, c'était il y a 15 ans, je me dis, aucune chance que... Enfin, tu vois bien un peu comme c'est dans les stations, t'es pas le fils de machin, de truc, Et j'envoie, lettre de motive, CV, en disant que je cherche une alternance. Et du coup, je me retrouve intégré à l'Aiguille du Midi. Sur le secteur de ils te retiennent. Ouais, je fais un entretien, et donc à l'époque, c'était Laurent Berger, là, le chef de secteur, directeur d'exploitation. On se rencontre, moi je lui explique un peu mes projets, je dis l'industrie et le BTS c'est plus pour la forme, parce que moi je viens vraiment faire de la montagne, en fait je lui avais pas caché, je lui ai dit moi je viens ici c'est plus pour passer... Non, je lui ai dit moi ma passion c'est la montagne, et j'adore les remontées mécaniques, j'adore ce que je fais et tout, mais vraiment je viens plus ici pour faire de la montagne, apprendre en parallèle. Et c'est sûr que c'est l'endroit idéal. Et du coup, au début, j'avais travaillé un petit peu à l'Aiguille du Midi. Et après, il m'avait affecté sur le secteur Les Ouches Megève, où du coup, je m'occupais de la maintenance. Et là, du coup, c'était trop bien parce que du coup, je gagnais un peu d'argent. Ça me permettait de me loger dans la vallée. Et en même temps, je payais pas le forfait. Et du coup, ça m'a permis de faire plein de sorties les week-ends parce que
moi, j'avais pas d'argent, tu vois, même tu vois, les vêtements de montagne et tout, je galérais à m'acheter la moindre veste. Les broches, on en avait 4, on faisait des cascades en grade 6 où on mettait une broche tous les 10 mètres parce qu'on n'avait pas assez de broches. Enfin, tu vois, on était en galère, on était vraiment en galère. Et là, du coup, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. En 2008, 10 à peu près là. C'était ça, ouais, 2010, 2011 à peu près. Ah oui, d'accord, oui. Et là, du coup, je me dis, bon, bah, c'est le bon endroit. Je commence à rencontrer des gens. Bonne personne, ouais. Je suis aux remontées mécaniques. Et là, du coup, je me rends compte qu'aussi, aux remontées mécaniques, il n'y avait pas forcément une super ambiance avec les alpinistes. Tu vois, c'était un peu deux mondes différents. Tu vois, les mecs qui bossaient à l'Aiguille du Midi, ils n'aimaient pas trop les alpinistes. En fait, c'est les mecs qui les faisaient chier, tu vois, parce que le matin, ils sont là à vouloir prendre la première benne. Le soir, c'est toujours les mecs un peu les retardataires. Donc, et moi, tu vois, j'étais un peu au milieu. Je me disais, putain, je travaille avec des gars qui aiment pas les mecs que je côtoie et ce que moi je fais, tu vois. Et du coup, j'essaie de mixer un peu les deux univers, de leur faire comprendre, voilà, pourquoi on va partir tôt le matin, pourquoi des fois on rentre tard. Mais au final, ça se passe bien. Je passe mon BTS et ça me permet de faire de la montagne à fond. Je rencontre plein de personnes. Ouais. Et là, je me dis, bon, ben, et là, du coup, en parallèle, donc j'avais fait ma liste de courses pendant les 2 années de BTS. Là, j'avais pu faire ma liste de courses pour le guide. Sachant que c'était moins facile, vu que là, je travaillais vraiment, quoi. J'étais plus comme à l'école où j'avais les grandes vacances, les vacances d'hiver. Là, j'avais plus de vacances. J'étais vraiment en mode, je travaillais tout le temps. J'avais les week-ends, je pouvais poser un petit peu des jours de congé. Mais du coup, en remontée mécanique, les jours de congé, c'était au mois de mai quand les stations elles fermaient. Donc, pour nous, c'était pas forcément pour moi, le plus avantageux. Et du coup, la dernière année de BTS, je me dis, bon, bah, là, je devais avoir 19 ans ou 20 ans, je sais plus, 19, je crois. Et je me dis, je vais partir, on va faire, du coup, j'étais en colocation avec un gars, avec qui on faisait de la montagne tout le temps ensemble. Et tu vois où je vais en venir. Et du coup, on se dit, donc on a notre liste de courses, on s'inscrit, on passe tout. Et là, une semaine avant d'aller à l'examen probatoire du guide, on se dit, ouais, on va faire une énorme course en montagne, on va se mettre les watts, tu vois. Et on se dit, on va faire Dôme de Miage à la journée, en partant d'en bas. Voilà, ça nous mettra, tu vois, le week-end avant. Après, on savait que la semaine, on bossait. Puis après, il y avait le proba, quoi. Donc, on s'est dit, un peu gros entraînement, 2500 mètres de dénivelé. On part là-dessus. Et du coup, au moment où... Enfin, on part sur cette course. Et au moment où on arrive au sommet des Dômes de Miage, là, on débouche dans le col. Et... donc moi j'avais fait la trace à la fin, il y avait un peu du vent du nord, tu vois, on arrive sur l'arête, un peu du vent et tout. Donc moi je déboule sur l'arête, je dis je vais faire 2 photos et puis je vais mettre ma veste, tu vois. Et lui il part devant et on était, tu vois, sur une espèce d'arête, l'arête des Dômes de Miage pas très raide. Et en fait ce jour-là il y avait eu énormément de poudreuse, donc tu vois il y avait 30 cm de neige fraîche et en fait ça avait juste soufflé de vent du nord. Et sur l'arête du coup il y avait un côté où il y avait genre 50 cm de poudreuse et l'autre côté c'était bleu décapé, tu vois. Et là mon collègue il marche sur l'arête et en fait... tu vois, on avait un peu la petite flemme de mettre les crampons, de s'encorder. Tu vois, on se sentait super fort. On avait grimpé, je sais pas combien de fois la face nord des Joras. Bon, on s'était dit... T'avais déjà fait les Joras et tout ça. Ouais, on avait grimpé... Moi, j'avais grimpé 3 fois la face nord des Grandes Joras. On s'était dit, c'est bon, c'est pas une petite arête de rien du tout qui va nous faire peur, quoi. Ouais, bien sûr. Puis un peu fatigué, voilà, un peu dans l'euphorie du truc. Et en fait, mon collègue, moi, du coup, je fais 2-3 photos de lui. Et au moment où je fais des photos, il tombe de sa hauteur, en fait. Il glisse. Et il débaroule. T'as un Deliveroo là, non? J'ai un petit colis. C'est du colis. Et du coup, au moment où donc, je le vois sur l'arête, moi je fais des photos de lui. Et en fait, il glisse de sa hauteur, enfin il tombe de sa hauteur. Et il commence à glisser dans la face nord des Dômes de Miage. Mais au début, ça va à 2 à l'heure, tu vois. Je le vois glisser de sa hauteur, il commence à glisser. Je me dis, bon, c'est bon, il va s'arrêter. Et en fait, je le vois partir. Et en fait, je le vois disparaître dans la face nord des Dômes de Miage, quoi. Et là, je me dis, putain, mais... Là, je me dis, c'est bon, il est mort, quoi. Enfin, tu vois, dans ma tête, je me dis, là, je vois de voir mon pote tomber dans la face nord. Du coup, derrière, j'appelle les secours. À l'époque, tu vois bien, les téléphones, dès que tu sortais le téléphone, il faisait froid, il se coupait. Je sors le téléphone, il se coupe. Pas de réseau. Donc, je redescends. Plus bas, j'avais vu qu'il y avait un endroit où il y avait du réseau. Après, j'appelle le 112 et tout, le temps d'appeler les secours. Et au final, l'hélicoptère qui était déjà sur notre secours, il vient vers moi. Il vient de me récupérer, il me treuille. Et ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, voilà, mon copain est tombé en face nord, mais j'ai aucune idée de où il est, tu vois. Je sais même pas, tu vois, dans ma tête, je me dis, ouais, je savais que la face nord des Dômes de Miage, elle était grosse, mais j'avais pas d'échelle, tu vois. Je me disais, est-ce qu'il est tombé à un endroit où c'est 1000 mètres? Est-ce que c'est 200 mètres? Aussi bien, il s'est peut-être arrêté sur une rivière juste en dessous. J'en savais rien, tu vois. Et du coup, on monte dans l'hélicoptère, je dis, là...
là, je me rappelle, sur l'arête, il me semble qu'il y a un bâton qui donne l'axe de chute, et puis il doit être dans cet axe-là, quoi. Et là, on est dans la machine, et on voit un impact tous les 80 mètres, tu vois, 50 mètres, on voit un impact dans la neige, boum, 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 boum. Donc là, on voit, et puis on voit en bas une espèce d'avalanche de coulée, tu vois, en bas de la face, avec du coup le corps de mon copain dessus. Et là, ils me disent, bon, en gros, tu vois, ils me font comprendre que c'est fini, quoi. Genre que c'est mort pour lui. Le gars, il prend une bâche, tu vois, pour mettre le corps dedans. Ils sortent le médecin et un secouriste. Et puis, du coup, donc, on les dépose. Moi, pendant ce temps, ils vont me poser en bas au contamine. Et en fait, pendant le temps qu'ils m'ont pour me déposer, dans la machine, il dit ouais, il a envie, dépêchez-vous. Et du coup, là, moi, ils me posent vraiment, tu vois, ils me sortent de la machine en 2 secondes. Et eux, ils repartent tout de suite sur le secours pour le chercher. Et en fait, ce gars, maintenant, il est guide de haute montagne et il a quasiment rien eu, tu vois. Mais sauf que moi, ça m'a mis un impact de fou, tu vois, dans ma tête. Moi, je le voyais tomber en boucle pendant, tu vois, les nuits suivantes, pendant des mois. Ton cerveau, il a cette image en tête et ça tourne en boucle. C'est ça, ouais, tu vois. Et puis moi, du coup, je m'étais vraiment remis en question sur, ouais, en fait, la montagne, moi, j'ai pas envie de mourir, tu vois. C'était vraiment, je me suis dit, ouais, je veux vraiment que ça reste côté plaisir. Et du coup, ça m'a vraiment fait switcher dans ma pratique. Et c'est là où je me suis orienté aussi plus sur la photo, parce que du coup, tu vois, la photo, j'en faisais... Je peux te poser une question un peu personnelle, on coupera après s'il faut la couper celle-ci, hein, mais parce qu'en fait, moi, il m'arrive un grave accident de la route, ça n'a rien à voir, mais pareil, avec, et je dis son prénom, c'est David, mais depuis qu'on a eu cet accident, on a vécu la mort presque tous les deux, tu vois, on est tous les deux indemnes. Bon, lui, il culpabilise de cet accident parce qu'il c'était le driver, on n'aurait jamais dû prendre la voiture après une course, bref. Et c'est dur, tu vois, pour lui comme pour moi, de se reconnecter, de se retrouver, parce que tu as vécu un moment dramatique et tu culpabilises l'un envers l'autre, quoi, en fait. Et toi, avec du recul aujourd'hui, ce gars, c'est ce que tu veux le nommer ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est resté de cet instant-là pour toi et entre vous deux? Si c'est pas... Hop là, voilà, du coup, je tape dans le micro, si c'est pas indiscret. Hein. Non, mais de cet instant-là, en fait, pour lui, ça a été vite, parce qu'en fait, lui, il a tout oublié. C'est-à-dire qu'en fait, lui, son cerveau, il a switché. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, lui, il s'est vu mourir. Enfin, je pense que son cerveau, tu sais, il y a un truc, quand ton cerveau, quand tu penses que tu vas mourir, ton cerveau, il efface en fait les images pour pas que tu restes traumatisé. Ça, c'est exactement ce qui se passe. Tout à fait. Et du coup, en fait, lui, il s'est réveillé dans le lit d'hôpital, il comprenait pas ce qui se passait au début. Tu vois. C'était en mode, je comprends pas, je suis sur une arête, et puis là, je me retrouve, je suis dans le lit d'hôpital, il a pas. Et lui, il s'en est jamais rappelé de ce qui s'est passé. Tu vois. C'est moi qui lui ai expliqué, voilà, ce que j'ai vu. Et au final, c'est ce qu'on dit souvent, les plus traumatisés, c'est les gens qui voient le traumatisme, enfin qui voient l'action, quoi, parce que du coup, tu as vraiment eu le temps de voir, d'analyser, alors que lui, au final, maintenant, il se rappelle plus de rien, et lui, il a continué sa vie, il a eu très peu de séquelles, il a quasiment rien eu dans la chute. Et toi, par contre, tu as gardé cette image dans ta tête et... moi, par contre, je l'ai gardé. C'est un switch, quoi. Après, tu te dis plus jamais comme quoi. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'appréhender la montagne technique? Eh ben, si tu veux, John était vraiment dans ce délire de faire de la montagne à très haut niveau, de pousser les limites, de pousser nos limites. Et en fait, on se rend compte que tous les gens qui font ça, ils finissent par mourir, globalement. Et toi, tu prends conscience de ça à moins de 20 ans, quoi. Et là, quand t'as 20 ans, tu vois, entre 19 et 21 ans, j'ai vraiment l'impression que c'est là où tu te sens invincible. Tu vois, c'est vraiment, tu te dis, je suis indestructible, ça arrive qu'aux autres, moi je suis plus malin, plus fort que les autres. Et là, à cet instant-là, je me dis, en fait, j'ai plus envie de ça. Quoi. Je me dis, j'ai plus envie de pousser mes limites, d'être dans l'extrême tout le temps. Et j'ai juste envie d'être en montagne, prendre du plaisir. Et la photo, ça a été une super porte de sortie pour moi. Parce que je faisais de l'image pour montrer à mes parents ce que je faisais. Parce que, en fait, je documentais nos sorties. En fait, c'est ça que je faisais. Je documentais pour montrer à mes parents, à ma famille, ce que je faisais. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Tu vois, je leur parlais de cascades de glace, de face nord, d'arêtes, de machin. Ça leur parlait pas du tout. Du coup, je faisais des images. Et je leur montrais, je leur disais, tu vois, ça c'est l'arête des Kufner. Là, c'est ça. Là, c'est comme ça. Là, c'est des crampons. Là, c'est... Voilà, je leur expliquais comment ça marchait en documentant ce que je faisais. Et suite à cet accident, en fait, la photo, c'était un bon moyen pour moi de rester au contact du coup, de tous mes amis qui étaient des forts alpinistes et qui poussaient leurs limites. Mais moi, en restant d'un côté où je suis à l'abri, en fait, où moi, je peux gérer mon degré d'engagement et de risque que j'ai envie de prendre. La question à la con, c'est tes potes, ton environnement à cette époque, enfin, les semaines ou les mois après. Respect vis-à-vis de ton attitude ou il te chambre un peu? Ou autre, t'es passé à côté et ça, on prend ça à la légère, tu vois, ou comment ça s'est passé pour ces relations avec ces personnes, ces potes-là? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris ce qui s'était passé. Enfin, tu vois, déjà l'accident, on n'en a pas parlé beaucoup, on n'en a pas parlé énormément.
Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et qui se sont dit, même, tu vois, je le vois maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, Baptiste, c'est un influenceur, il fait les réseaux, il fait les photos, mais tu vois, il n'a jamais fait des trucs vraiment extrêmes. Et du coup, c'est plus... Enfin, tu vois, les gens qui savent, ils savent, voilà, c'est par là où je suis passé. Ouais. Et, Pourtant, dans la montagne, on vit avec cette idée qu'à un moment donné, la vie, elle est dangereuse, il y a le risque et tout, et que tout peut s'arrêter. Donc, ce dépassement, ok, bon, on en a tellement des exemples autour de nous, autour de toi, j'imagine. Donc, toi, tu as vécu ça, cette bascule où tu passes pas de l'autre côté, mais tu vois ça, et tu reviens différent. Et bon, globalement, les gars, quand même, respectent ça, quoi. Enfin, ou non, vraiment, c'est... Ouais, non, les gens, ils respectent, Ouais. mais c'est plus après, dans la façon dont les gens, ils vont peut-être te critiquer sur ce que tu fais, ou ils vont peut-être pas comprendre. Tu vois, moi, je m'étais dit, en fait, comment tu fais de la montagne encore à haut niveau sans être exposé tout le temps, tu vois, sans te dire... Mais du coup, ça passe par de l'entraînement. C'est-à-dire qu'au lieu de... Tu vois, nous, à un moment donné, on se disait, l'entraînement, c'était la face nord des Grandes Jorasses, tu vois. Et en fait, non, si tu fais ça, tu finis par mourir parce que c'est trop engagé. Mais du coup, l'entraînement, ça va être la salle d'escalade, d'aller faire du trail, d'aller faire du vélo de route, des choses qui sont beaucoup moins risquées, entre guillemets. Et de temps en temps, quand il y a les bonnes conditions, boum, là, tu peux prendre le risque. Mais en fait, le risque, l'engagement, c'est d'être tout le temps en montagne. C'est ça qui au final, tu banalises trop. Tu banalises, toi, c'est comme quand tu fais tous les jours le même trajet en voiture. Le stop, le truc, tac, tu vas le glisser parce que tu connais par cœur, tu sais qu'il n'y a personne. Sauf qu'un jour, il y a un camion et tu te fais broyer par le camion, quoi. Et là, c'est pareil en montagne. Tu vois, c'est la petite course de merde. Tu dis, ah ouais, là, je sais qu'il n'y a pas de crevasse, je vais pas mettre mon baudrier, je fais moins gaffe. Et puis, il suffit d'une fois et c'est fini, quoi. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de continuer à être en montagne, à me faire plaisir et de vivre aussi, accessoirement. Et puis au final, tu vois, je le vois chaque année, je vois le nombre de mecs qui se tuent en montagne. Ça vérifie à chaque fois, tu vois, les mecs qui sont très forts, qui engagent tout le temps. Moi, je me dis tout le temps, ouais, les mecs, ils arrivent pas à s'arrêter, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu finis par te tuer, c'est sûr. Il y a quelques mecs qui passent au travers des mailles, mais... Comprends mieux la forme de responsabilité que tu portes quand tu parles de toi, de ta pratique et celle que tu partages avec les gens que tu emmènes avec toi. Donc, c'est pas juste cet événement à 19 ans qui change la vie, quoi, mais quelque part, c'est une prise de conscience et moi, je comprends mieux certaines choses, tu vois, dans ta façon d'appréhender l'univers de la montagne. T'as ton BTS. Du coup, j'ai mon BTS. Et du coup, tu commences à faire de l'image, à documenter, partager à cette période-là. C'est ça. Du coup, suite à l'accident, donc là, je me mets plus dans la photo, je documente un peu plus. Je me dis, en fait, la photo, c'est un bon moyen pour moi de jauger mon degré d'engagement et tout. Et du coup, moi, je loupe le probatoire de guide. Parce qu'en fait, une semaine après, j'y suis allé T'y allais finalement. J'y suis allé une semaine après. Ouais, t'y vas quand même. Ouais. J'y vais quand même. Je me dis, je suis inscrit. Moi, j'ai rien, tu vois. Je me dis, physiquement, j'ai rien. Globalement, ça devrait aller, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, je suis pas du tout dedans. Enfin, je suis pas dans le bon mood pour le faire. Je loupe à rien, tu vois. Genre un demi-point, un truc comme ça. Ouais, mais c'était l'histoire qui s'écrivait là, quoi. Et voilà, et du coup, je le loue. Je me dis, c'est pas grave. En plus, toi, je suis jeune, j'ai le temps. Et puis, au final, je me dis, c'est pas grave, je ferai une année de plus. Mes parents, ils seront contents. Une année d'études en plus. Et du coup, je me fais une licence à Lyon. Toujours en alternance. Donc là... Retour à la vie urbaine. Voilà, du coup, en fait, chaque fois, je me déplaçais de plus en plus vers des villes urbaines. Ouais. Et donc là, je me dis, une année de plus, licence... tu vois, en venant d'un CAP et tout. Enfin, tu vois, pour moi, et licence quand même, en quoi d'ailleurs pareil, maintenance industrielle. Ah, tu restes toujours dans la côté pro Toujours pro, ouais. Du coup, j'étais même dans la même entreprise. Tu vois, je suis resté compagnie du Mont Blanc. Tu faisais des allers-retours entre Chamonix et Lyon. Ouais. Du coup, j'avais une semaine. Ouais, un petit peu l'Ardèche. J'avais une semaine de cours par mois. Tu vois, donc c'était pas énorme. Je me disais, au final, c'est presque comme travailler, mais sauf que une semaine par mois, tu vas à Lyon pour faire des études. Et du coup, ça m'a laissé une année de plus où, tu vois, pareil, quand t'es en études, t'es un peu plus flex, t'es un peu plus libre. Et pour m'entraîner et repasser ce probatoire du guide. Et là, du coup, donc l'année d'après, je passe le guide, je passe le probatoire, je réussis le probatoire. Et là, à la fin, je me dis, donc j'ai le probatoire, tu vois, c'était en septembre, et je me dis, j'ai le probatoire en main, en poche. Et qu'est-ce que tu appelles le probatoire ? Donc l'examen probatoire, c'est l'examen qui te donne le droit de rentrer dans le cursus de guide. Donc en gros, tu dois justifier d'une liste de courses. Tu as 50 courses en montagne à faire. 10 courses dans chaque discipline. Tu as 10 courses d'escalade, d'alpinisme, de ski de randonnée. Et après, eux, ils jugent déjà
t'as une interview, t'as un examen oral pour voir déjà dans quel état d'esprit tu es. Quand tu dis c'est l'ENSA, c'est l'ENSA, c'est les profs de l'ENSA. Donc en fait, t'as un premier examen où ils viennent te juger sur l'aspect mental et ton expérience, voir dans quel état d'esprit tu es, si tu viens pour les bonnes raisons, et un peu connaître ton expérience en montagne. Donc là, c'est là où tu présentes ta liste de courses. Et après, ensuite, c'est que des tests physiques, purement physiques et techniques, où ils vont juger tes aptitudes physiques, pures. Et après, tu as juste une semaine à la fin où tu mets en application en montagne, où là, ils vont voir comment tu évolues en montagne. Parce que même si tu es très fort, j'en sais rien, un mec qui grimpe du 8B, mais que sur une arête en 3A, tu vas à la même vitesse que dans du 8B, ça va peut-être pas marcher. Donc voilà, du coup, ça se passe bien. Donc là, en gros, j'ai le droit d'entrer en formation, donc dans le cursus de guide. Et en septembre, donc fin de mon alternance, et là je me dis, j'ai la possibilité, donc je réussis ma licence, et je me dis, j'ai la possibilité de continuer en école d'ingénieur, ou de passer le guide, quoi. Et là je me dis, en fait, le choix il a été assez vite fait. C'est que... T'as des écoles d'ingé qui te tendent des bras sur Lyon, Ouais, toi, j'étais inscrit à l'école et tout, ils me prenaient, l'entreprise, ils me suivaient et tout. C'est une sorte de voie royale. Sauf que là, l'école d'ingé, je me dis, je vais plus pouvoir y aller au talent, tu vois. Genre là, jusqu'à la licence, ça passait, j'avais un peu des lacunes dans les matières, on va dire, générales, parce que venant de CAP et tout, t'as quand même deux, trois petites lacunes qui se créent. Et je me dis, là, à l'école d'ingé, il va falloir vraiment bosser. Et je me suis dit, ça va pas être possible de faire... tu vois, la première année, tu as 3 mois où il faut que tu te libères pour passer les stages d'aspi. Je me dis, voilà, ça va être quand même vraiment compliqué. Et au final, je tourne un peu le truc dans tous les sens. Et ils me disent, là où je travaille, donc à la Compagnie du Mont Blanc, ils me disent, où on t'embauche, ou on te garde en alternance pour faire ton école d'ingé, tu vois. Ouais. Donc moi, je me dis, ok, super, j'ai cette garantie-là. Et... par contre, si tu veux faire tes stages d'aspi, il faut que tu te dégages du temps libre. Donc, ce sera sur tes vacances ou du sans solde ou voilà quoi. Donc là, je me dis, putain, pour l'école d'ingé, ça va être compliqué. C'était quand même 3 ans en plus, donc c'est un peu long. Et au final, je me rends compte que je me dis, si j'arrête les études et le travail, et que je me dis, je réoriente mon travail, en fait, une réorientation, et du coup, je bénéficie du chômage. Parce que du coup, j'ai travaillé pendant 3 ans. Et en plus, ils m'aident à payer ma formation. Donc là, moi, je suis allé les voir. J'aurais dit, les gars, moi, je suis pas un fainéant. Je suis motivé de travailler et tout. Mais je dis, là, quand on me dit que je peux rester chez moi en étant payé et en plus, on me paye ma formation, ou alors, il faut que je vais être payé quasiment la même chose en travaillant et que je mets potentiellement le péril, tu vois, de ma formation... Enfin, de tout, en fait. Au final, je me suis dit, si je fais tout, je vais pas réussir à avoir mon école d'ingé, je vais pas avoir le diplôme. Peut-être en même temps, je vais pouvoir foirer mon diplôme de guide. Et du coup, je me suis dit, ok, j'arrête. Ça me fait 6 mois où je me mets au chômage. Ça me paye, au final, ils payaient pas toute la formation, mais ils payaient juste un module. Là, t'as un choix. Qu'est-ce qui détermine ce choix? Si tu dois résumer en un mot, je parle pas de ton environnement, les conseils des autres, etc. Tu t'écoutes toi. À ce moment-là de ta vie ou avec du recul, tu dis s'il y a un mot qui guide ton choix, c'est quoi? Là, ce qui guide mon choix, c'était vraiment de rester sur un métier passion. Et du coup, je m'étais dit, même tu vois, le métier d'ingénieur, je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment fait pour toi, tu vois? Moi, j'étais quand même un mec de terrain, tu vois, j'aimais bien être sur le terrain et tout. Opérationnel. Je me suis dit, même si d'un point de vue purement industriel, le travail d'ingénieur, est-ce que ça te plaît vraiment, tu vois, d'être dans un bureau d'études et je me dis, finalement, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être sur le terrain. Et du coup, je trouvais que toi, BTS licence, c'était le bon compromis où tu fais quand même, tu réfléchis un petit peu avec ta tête et tu fais aussi du manuel, quoi. Tu es sur le terrain. Donc, je me dis, finalement, ça me va bien. Et du coup, on peut s'arrêter là. Et derrière, on peut lancer le diplôme de guide. Et puis après, on voit qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui match pas. Sachant que ça me plaisait vraiment, tu vois, de travailler dans les remontées mécaniques. Même si demain, tu me dis, ouais, il faut retourner là-bas. Moi, je retourne. Vraiment, ça me plaisait. J'étais passionné par ça. Sérieux? Ouais, vraiment. Non, vraiment, Mathis a 30 ans. Aujourd'hui, il y a un gros choix qui est là. Parce que le métier de la documentation, la vidéo, tout ça, c'est fini. D'ailleurs, le digital, c'est mort. Il n'y a plus de digital. Tout ça. Remplacé en IA. Il n'y a que du manuel et on va repasser la montée téléphérique en manuel. Tu vas nous trouver un truc. Non, mais tu vois, je me suis toujours dit, au final, ce sera que du bonus, le guide et la photo. En fait, je voyais même pas ça comme un travail, au final. Tu vois, je me disais,
ouais, si j'arrive à le faire, c'est incroyable. Et plus tu cheminais dans cette réflexion, plus ça devenait une évidence pour toi? Et puis, ouais, ça devenait une évidence. Je me disais, ça marche bien. Ouais. Au final, le diplôme de guide se passe bien. La photo en parallèle, ça explose. Alors, quand tu dis la photo, t'es déjà, oui, comme tu disais, l'alternance te permet d'avoir une rémunération. Tu t'équipes avec du matériel à l'époque. Là, j'investissais tout. Hein. J'avais 1 euro. Tout. Ouais, j'avais 1 euro, je le mettais dans un appareil photo. Je fais la dédicace à Victor, on en parlait tout à l'heure. Victor Varkus, qui a des gars qui bossent avec toi, parce qu'en fait, il dit la même chose que toi. Comme quoi, le mimétisme, ça marche. Hein. Je me rappelle quand il était étudiant, il dit, moi, dès qu'il y a 1 euro qui tombe dans le porte-monnaie, c'est dans l'appareil photo, j'investis. Et je crois à fond à ma passion. Pourtant, il fait des études de commerce, de business. Et bon, bref. Mais comme quoi, tu investis tout ton argent dans ce matériel. Ouais. Du coup, c'était le matériel de montagne, et de photo. Ouais. Ah, okay. Et du coup, là, cette petite période, tu vois, un peu de passer le SPI, d'être au chômage, ça m'a permis de me mettre à fond. Tu peux expliquer? Aspirant. Aspi, ouais, du coup, c'est vraiment... du coup, le diplôme de guide, il se fait un peu en 2 parties. C'est-à-dire que tu as une première partie de formation qui dure 1 an, 1 an et demi, où tu deviens aspirant guide, où là, tu peux commencer à travailler, à amener des clients. Et après, tu as 2 ans pour refaire une nouvelle liste de courses, travailler avec des clients. En fait, tu as des prérogatives qui sont moins importantes que quand tu es guide, on va dire, diplômé. En fait, c'est pour toi, là, pour te faire la main, pour que tu te retrouves... c'est progressif, en fait. Tu vois, c'est vraiment sur l'expérience, sur lequel ça se fait beaucoup. Et du coup, au lieu d'avoir, j'en sais rien... 4 clients, tu n'en auras peut-être que 2, il y a certaines courses que tu ne pourras pas faire. Donc là, c'est toute une partie où tu es aspirant guide. Et après, tu as les examens finaux du diplôme de guide, où là, du coup, tu viens justifier ton expérience d'encadrement, plus ton niveau technique. Voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Et là, du coup, tu deviens diplômé guide de haute montagne. Et moi... T'as tes 2... tu t'écris, là, t'es en train d'écrire l'histoire, en fait. Ton projet, il commence à se construire. T'es dans les starting blocks. Ça commence à être bien clair pour toi, à ce moment-là. Si on fait un arrêt sur image à cette période-là, est-ce que t'es devenu aujourd'hui? En gros, c'est quoi, 8 ans, 7 ans? Ça, ouais, 7 ans, ouais. 7 ans. Et encore, hein, je pourrais m'arrêter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière en se disant, en gros, ce que tu, entre guillemets, ta réussite. Je parle pas de succès, je parle d'une sorte de réussite, ton équilibre de vie. À quel moment de ta vie tu te dis ça y est, là je me s'autosuffis financièrement, je suis dans le job que j'aime, j'ai tout qui est équilibré? C'est à quel moment de ta vie tu te fais cette réflexion là? Je pense que c'est 1 an ou 2 après avoir le diplôme de guide. 1 an ou 2, c'est-à-dire t'as quel âge? J'avais 26 ans. Alors là, faut que tu m'expliques, que tu nous expliques comment ça peut se construire aussi vite, sachant quand on écoute les métiers qui sont indépendants, parce que tu es indépendant, construire sa clientèle, se mettre à l'abri financièrement, assurer sa sécurité financière, etc. Avoir son fonds de roulement, tu vois ce que je veux dire, une entreprise, quoi. Comment tu fais pour que ça se passe aussi vite? Alors on a compris que dans ton environnement, je refais un peu de feedback, mais il y a eu des joies, des joies sans doute, des peines aussi, mais une profession de foi, et donc on a compris que tu étais au bon endroit, c'est-à-dire l'environnement. Je quitte mon âge, je vais dans la montagne et je suis dans l'environnement qu'il faut. C'est là que tu rencontres des personnes et ça devient inspirant. Tu mets il y a une sorte de mentoring avec les personnes que tu as nommées tout à l'heure. Et puis là, ça y est, il y a ton choix professionnel, entre guillemets, de projet, pas professionnel, mais de projet. Et moi, j'ai du mal j'ai besoin de comprendre, en fait, comment en 2 ans, on peut aller aussi vite et construire ce que tu as pu établir en si peu de temps. Du coup, après, c'est vraiment la photo, au final, qui m'a vraiment fait... la photo et le guide. Parce qu'au final, j'avais une démarche, déjà, tu vois, sur la partie guide, où je m'étais dit... J'avais sondé un petit peu, tu vois, les compagnies des guides, les agences et tout. Je m'étais dit, ça marche pas pour moi, tu vois, j'avais compris... Enfin, tu vois, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, travailler dans ces agences de guides ou même de la compagnie de guide, rentrer dans cette démarche où il faut y aller tout le temps. Au début, on te donne le travail un peu qui est pas terrible. Et je me dis, mais si je fais ça, je vais me dégoûter du métier de guide, en fait, tu vois, de faire que des monts blancs, que des vallées blanches. Même si c'est super, mais tu vois, c'est pas ça que tu construis vraiment. Ouais, je comprends. Et du coup, au début, j'ai commencé à bosser avec des agences en ligne, tu vois, qui étaient un peu... qui venaient casser un peu les codes du marché. Et moi, ça m'a permis d'avoir des super clients, tu vois, dès le début. Alors en fait, les clients que si j'étais passé par une compagnie des guides, il m'aurait fallu peut-être 5-6 ans avant d'avoir ces opportunités-là. Et là, je les ai eues via Internet, via les agences en ligne. Je les ai eues tout de suite, tu vois. Qu'est-ce qui t'amène sur ces agences-là plus spécialisées, différentes, qui cassent les codes, justement? Au début, je sonde. Je suis vraiment dans une démarche où je veux tout tester. Je veux travailler pour la compagnie des guides de Chamonix, de Saint-Gervais, de toutes les agences qui existent, pour comprendre
qui marche comment, tu vois. Je me dis, c'est vraiment ma démarche. Je me dis, je veux voir qu'est-ce qui me plaît pas. Je sais pas, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui va me plaire ou pas. Est-ce que je vais envie d'être dans une compagnie, est-ce que j'ai envie d'être dans un bureau, voilà, je sais pas. Donc je sonde tout ça. Et puis je sonde aussi sur Internet, tu vois. Et sur Internet, l'avantage, c'est que c'était basé beaucoup sur l'image au final. Tu vois, c'est-à-dire que tu mettais des belles photos. Et les gens, ils se disaient, ah ouais, ça a l'air cool avec lui. Les photos, elles sont pas mal, tu vois. Quand tu dis ça, c'est quoi? C'est un site internet? C'est des sites internet, ouais, des styles, je sais même plus les noms, là. Non, à la con, là. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore la folie. Enfin, si, il y a Facebook évidemment, mais peut-être pas autant. Non, vraiment des sites web qui vendent des. En gros, ils mettaient en relation des guides et des clients. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une agence en ligne. D'accord. Digitale. En gros, tu crées ta page, le gars, je sais plus, il te contactait, tu dis, bah voilà, moi je suis guide à Chamonix, il te dit, bah qu'est-ce que tu veux vendre comme produit, enfin comme course, entre guillemets. Et tu dis, bah voilà, moi, ce que j'aime bien. Alors, tu pouvais mettre les courses que tu voulais, tu vois. Si je sais pas, ton truc, c'est, j'en sais rien, la Via Ferrata qui est derrière chez toi, tu pouvais la mettre. Et tu mettais ton prix aussi, tu vois, tu mettais le prix que tu voulais. Eux, l'agence, ils disaient, bah on prend un pourcentage sur ton prix. Mais tu fais le prix que tu veux, et voilà. Et après, du coup, bah tu testes. Il y a des choses que ça marche, c'est qu'il y a des choses que ça marche pas. Mais du coup, je trouvais que tu avais beaucoup plus de flexibilité. Déjà, tu te vends toi, tu te vends aussi au prix que tu veux. Et puis, c'est basé sur l'image. Donc, moi, je mettais des belles photos. Donc, j'arrivais à avoir des clients qui étaient pas mal. Et puis, j'avais aussi cette dimension où les clients, je leur faisais des photos. C'est-à-dire que les mecs, je les emmenais en montagne. Avec leurs super souvenirs. Bah, c'est ça, le mec, il faisait son Mont Blanc. Moi, j'emmenais un gros boîtier, tu vois, de 1 kg là-haut. Et le mec, je lui pétais des belles photos. Le gars, enfin, tu vois, c'est des trucs tout cons. Mais je me disais, bah, le gars, il a une photo du Mont Blanc, même dans son bureau, tu vois. Des fois, je lui offrais au mec. Je lui disais, bah, tu vois, je lui ai envoyé une photo après coup. Je disais, bah, tu me donneras ton adresse. Tac, je lui ai envoyé la photo imprimée. Et le mec, il le met dans son bureau. Tous les jours de l'année, il voit cette photo. Il se dit, ah putain, c'était quand même, j'en ai chié, mais c'était un bon moment, tu vois. Et puis après, bah, t'es sûr que le mec, il te rappelle, quoi. Ou alors, il en parle à ses potes en mode, ouais, machin, nanana. Et puis, du coup, ça allait assez vite. Et voilà, du coup, sur le côté guide, ça allait assez vite. Et en photo, au final, ce qui a fait que ça a décollé, c'est que moi, au début, j'étais pas trop réseaux sociaux, je comprenais pas trop. Enfin, tu vois, c'était plus. Enfin, tu vois, on était un peu sur Facebook et tout, mais c'était vraiment, tu vois, pour les copains et tout. On n'avait pas du tout compris cette histoire d'influence et tout. Et un jour, donc on commençait un peu à m'appeler pour faire des photos en montagne, parce que moi, en fait, ma plus-value, c'était de pouvoir faire des photos en montagne, là où les autres, ils pouvaient pas aller, en fait. C'était ça mon truc. Alors que j'étais nul en photo, enfin, tu vois, techniquement... Enfin, techniquement, non, mais tu vois, techniquement, je connaissais pas grand-chose. C'est bizarre dans ton sein de toi. Non, mais pour de vrai, j'étais pas très techniquement, j'étais pas ultra calé, je me disais pas, tiens, je me définissais même pas comme un photographe, tu vois, j'étais en mode, bon, bah... Je documente les ascensions qu'on fait, et au final, les personnes avec qui j'étais commençaient à avoir des partenaires, des sponsors. Moi, je leur disais, bah oui, je vous donne les photos, moi, je m'en fous. Enfin, voilà, c'est nos photos. Faites-en ce que vous voulez. Moi, ça me fait rien du tout, quoi. Et puis, au final, petit à petit, ils ont commencé à me dire, on serait intéressé d'avoir des photos de ça, de tel produit, de tel gars. Et là, on a commencé à me proposer de l'argent. Tu vois, on m'a dit, bah, si jamais t'es motivé, tu peux aller faire des photos avec tel gars, on te paye et tout. Tu peux dire c'est qui ton premier entre guillemets contrat ou que de confiance en tout cas Les premiers c'était tu vois style Jules Beau, Crosscall, les Jurassiens. Voilà. C'était eux que vraiment tu vois les premiers à l'époque c'était un des premiers contrats que j'avais eu c'était Yann Bornier et Johan Joly qui avaient fait la traversée des Alpes tu vois en mobilité douce ça à l'époque et du coup bah ils avaient ces partenaires là qui les avaient soutenus sur le projet du coup bah moi je les avais rejoints on avait fait 2-3 courses ensemble et du coup, j'avais fait quelques images et j'avais été payé pour ça, tu vois. Ouais. Et puis au final, après, au fur et à mesure, ça a été vraiment exponentiel, la photo. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de plus en plus, avec des athlètes de plus en plus gros, des plus en plus gros projets, jusqu'à partir en expédition en Himalaya où je suis payé comme photographe, tu vois. Et surtout, à un moment donné, ce qui m'a vraiment fait switcher pour la partie, on va dire, la dimension un peu réseau et influence, c'est qu'un jour, en gros, on m'appelle pour un contrat, enfin pour faire un shooting, quoi. Et le gars, il me dit, donc moi, je lui envoie je lui envoie 2-3 photos que j'avais déjà fait. Il me dit, ouais, est-ce que tu as des références? Je lui envoie 2-3 trucs. Mais tu vois, moi, j'étais pas dans cette démarche-là. Enfin, tu vois, je me considère même pas comme photographe. Je me dis, bon, le mec, il m'appelle, c'est cool, mais moi, c'est pas mon délire plus que ça, tu vois. Et le gars, il me dit, ouais, on vous a pas choisi parce que vous avez pas assez de followers sur Instagram, tu vois. Et là, je me dis, attends, c'est quoi le délire hein? Le mec, il me choisit pas parce que j'ai pas de followers sur Instagram. C'est quoi le... Tu sais, moi, je comprenais pas. Je me dis, mais... Il me dit, bah ouais, en fait, si vous avez pas de followers sur Instagram, ça veut dire que les gens, ils aiment pas votre travail. Et là, je m'étais dit,
Ah ouais, ok, c'est comme ça. Ok, bah si c'est ça, alors que si pour travailler il faut avoir des followers, on va avoir des followers, il n'y a pas de problème. D'accord. Et du coup, bah derrière, je m'étais botté le cul à poster sur les réseaux à fond, en fait, à faire monter ma communauté sur les réseaux. Mais ça, c'était en 2015-16, où c'était au tout début de l'influence des réseaux, quoi. Et du coup, je pense que j'étais un des premiers un peu dans la montagne et dans ce domaine-là à faire ça, quoi. Et ça m'a fait exploser parce que du coup, c'était un peu... du coup, déjà, les gens, ils voyaient ton travail. C'est-à-dire qu'en gros, dès que je faisais des photos... En fait, après, c'était trop bien parce que du coup, tu faisais des photos pour un client, entre guillemets. Tu les mettais sur ton Instagram. Du coup, ça faisait de la pub pour toi. Le client était content de voir aussi ses photos sur ton truc. Toi, tu grossissais. Le mec, il te repartageait. Et au final, après, c'est un peu une boule de neige. Et du coup, les gars, on les voyait. Ah, putain, il a travaillé pour tel gars. Ah, les photos, elles sont cool. Et puis, hop, tu travailles pour un autre gars. Et puis, hop, c'est vraiment allé, tu vois, crescendo en mode exponentiel, quoi. T'as misé sur quel réseau à l'époque? À l'époque, c'était vraiment Instagram. Instagram, et en plus, c'était vraiment fait pour les photographes, entre guillemets, parce que c'était très visuel. Du coup, ça, c'était parfait pour moi, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a fait un peu péter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, ça, tout est arrivé un peu au même moment. Comment en même tu temps. gères justement cette période là où tout s'accélère et tu commences à être bankable pour le coup, parce que là, j'ai bien aimé moi le côté... puisque je suis pas bon entre guillemets parce que vous pensez que le follower, du coup je vous montrer que tu as une certaine énergie un peu du dark, mais une énergie quand même, et puis finalement après ça t'amène à là où tu mérites d'être à un moment de ta vie et tout s'accélère. Comment tu gères cette période là, parce que là du coup on va te demander des choses, tu vas te mettre en mode peut-être entrepreneur, ça te fait switcher un petit peu ton mindset, ta façon de voir les choses? Ouais, clairement, c'est-à-dire que c'est pas évident, tu vois, gérer tout cet aspect-là un peu business. Faut pas se griller, faut pas se tuer non plus, faut pas faut pas faire n'importe quoi. Tu te retrouves dans des projets des fois qui te dépassent dans les responsabilités, même les gens avec qui tu traites, tu vois. C'est-à-dire que il y a des fois je me suis dit voilà, je me retrouve dans des trucs où je sais que maintenant après coup, je me dis là j'étais plus que limite, tu vois. J'avais pas les bonnes compétences, j'avais pas du tout les bonnes assurances pour faire ce que je faisais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non mais bien sûr. Tu sais pas, tu vois, moi je savais même pas. Et puis tu vois, t'as les projets qui arrivent. T'es focus sur le projet, tu dis ouais, l'opportunité elle est incroyable, t'as pas le temps de te structurer, de te dire ah ouais non mais attends, faut que je prenne un agent, faut que je change le statut de mon entreprise, enfin tu vois bien, c'est pas facile quoi. C'est clairement ça la question, tu vois, c'est comment tu prends conscience. Alors t'en prends conscience et cette prise de conscience t'amène à un moment donné à t'entourer de personnes qui ont des savoir-faire. Comment ça se passe à ce moment-là? Et à ce moment-là, je t'avoue qu'il y a un bon moment de freestyle où j'étais tout seul. Je me renseigne un peu à droite à gauche, je demande de faire par toi-même. Ouais, voilà, beaucoup par moi-même. Et de faire au mieux, tu vois. Après, il y a 2-3 expériences un peu... J'ai pas eu trop d'expériences négatives, mais j'en ai eu une ou deux où ça m'a mis un peu des claques, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, là, faut quand même que je fasse attention. Et après, j'ai eu de la chance via la rencontre avec ma compagne, Marion Herty, du coup, qui est snowboardeuse. Elle travaillait avec un agent, tu vois. Et du coup, lui, cet agent, moi, je lui dis, ouais, écoute, si jamais t'as 2 minutes, j'ai peut-être 2-3 questions à te poser, tu vois. Et en fait, là, lui, il m'a bien aidé, tu vois. Il m'a dit, voilà, là, faut faire comme ça, faut que tu te structures, faut que tu changes le statut de ton entreprise. Et parce qu'il y a plein de choses que tu vois, je savais pas, même encore aujourd'hui, il y a des choses, c'est un peu compliqué, tu vois, t'es guide, t'es photographe, tu fais de l'influence, quand tu vas voir un mec, tu dis, je vais créer une entreprise, je fais tout ça, ça rentre pas du tout dans les mêmes cases, c'est pas les mêmes responsabilités, donc c'est pas évident, tu vois, c'est pas évident, et surtout quand t'es jeune et que c'est pas trop ton truc, enfin tu vois, je pense que la paperasse, c'est pas notre fort forcément, on est quand même beaucoup sur le terrain et tout, mais du coup, et puis c'est pas le truc qui me passionnait le plus. Ouais. Mais je pense, tu vois, aujourd'hui, on va faire un avancé dans le temps, comme j'aime bien le faire, tu vois, on revient en arrière, puis on avance. Là, je sais pas d'ailleurs si t'es le ou un des photographes accrédités pour des grands événements de la région, l'événement planétaire du monde du trail. Comment tu fais tes négos, tu vois, aujourd'hui, c'est toi qui fais tout, non? T'as des personnes autour de toi pour staffer tout ça, quoi? Non, moi je fais tout moi, ouais. Tu fais tout toi? Non mais dingue. Ouais. Sérieux? Ouais, je fais tout moi. C'est toi qui discutes avec la com chez l'UTMB, c'est toi qui discutes avec l'organisation, ou t'as plusieurs interlocuteurs? Là, du coup, l'UTMB, moi je travaille pas pour eux directement, je travaille pour North Face. Donc moi je m'occupe de toute la production, toute la production d'images avec North Face, qui est un de mes partenaires.
Et du coup, du coup, moi, je discute avec eux. Ouais. Au final, là, c'est North Face qui fait un peu la médiation, en fait, puisque c'est eux qui sont partenaires de l'UTMB, donc c'est avec eux, North Face, que tu vas décider, échanger, mais pas avec l'UTMB. Du coup, non, c'est moi qui me retrouve au milieu des deux, en fait. Eh ouais, donc... C'est moi qui me retrouve au milieu des deux, oui. Du coup, c'est moi qui deal entre North Face et l'UTMB. C'est ce qui me semblait, ouais. Et comment tu gères ça, tu vois, les premières fois, tu vois, les premiers temps, t'as pas quelqu'un qui connaît, un agent ou autre, quelqu'un pour te conseiller Ben ouais, non, ça s'est fait vraiment de manière... entre nous, est-ce qu'au début, on te prend... Excuse-moi, je te coupe dans l'élan, mais en fait, est-ce que quand tu débutes là-dedans, t'as un peu le péché d'innocence, tu vois, et du coup, les gens en profitent un petit peu. En gros, ils savent pas. Donc clairement. Les prix clairement, et tout. Mais clairement. Mais c'est sûr, je me suis fait fumer. Non, mais bien sûr. Mais je le sais maintenant. On se fait tous fumer de toute façon quand on sait pas, au départ. C'est sûr. Et moi, en fait, je négocie jamais. C'est-à-dire que de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, tous les projets que j'ai faits, c'est que des projets où on m'a appelé pour les faire. Alors, attends, comment tu fixes tes prix ? Et moi, je fixe pas de l'entrepreneur. Moi, je fixe pas de prix. On te dit un prix, toi tu dis oui, c'est ça ? C'est ça. C'est vrai. Je dis, c'est quoi votre prix ? C'est quoi le budget ? Moi, je réfléchis de mon côté, je me dis, j'en sais rien, il me dit tel budget, est-ce qu'il va falloir que je fasse bosser un gars ou deux ou trois ? Est-ce que ça va rentrer ? Est-ce que je vais bien gagner ma vie ou pas ? Et je dis oui ou non, tu vois. Ouais, tu connais ton modèle économique quand même, tu sais ce que ça te coûte ton entreprise. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné. J'ai jamais fait un devis. À chaque fois, je leur dis, c'est quoi votre budget pour faire ça ? Et là, je sais très bien, maintenant je le sais, et je sais très bien quand ils me disent, il y a j'en sais rien, il y a 10 000 euros, en fait, dans leur tête, il y a 20 000 euros, tu vois. Et si toi, tu dis oui à 10 000, tu sais que du coup, t'as perdu une petite marge de négo. Et après, en même temps, je me disais, les quelques fois où je négociais des trucs et tout, derrière, je trouvais que les clients, ils étaient tellement chiants. Tu vois ce que je veux dire ? Je me disais, je négocie. Je comprends. Mais au final, est-ce que j'y perds pas, tu vois ? Parce que j'ai peut-être gagné 5 000 euros de plus de chiffre d'affaires, mais tu vois, le client il est plus exigeant aussi. Mais enfin, après c'est ma façon de faire. Là, tu as une relation avec tes clients du coup qui est plutôt cool, amicale, sympathique, agréable par rapport à cette non-négociation entre guillemets, et ça te rend et ça te va bien, quoi, visiblement. En tout cas, ton équilibre économique est là. Moi, ça me va bien, mon équilibre il est là. Après, il y a un respect aussi, tu vois. C'est ça, on est dans l'humain après, il y a le respect. Ils me respectent aussi, c'est-à-dire quand ils me font une proposition de budget ou pour travailler sur un événement, ils me font pas une proposition qui est dérisoire, tu vois. C'est vraiment. Alors, je sais qu'il y a certains clients qui ont dû me forcément gratter, qu'ils avaient peut-être plus de budget que ce qu'ils m'avaient dit. Mais bon, après, à partir du moment où moi j'ai accepté, c'est mon problème, tu vois. C'est sûr, le bon prix, c'est celui que t'acceptes. Voilà, si moi je suis content avec ce que je gagne. Ça me va, tu vois. Mais et du coup, je reprends la question d'envers de tout à l'heure. Tu sais, tu avais ton premier presque client, enfin un de tes premiers presque clients qui dit non, en gros, on ne prend pas parce que tu n'as pas assez de followers. Aujourd'hui, tu as quand même des centaines de milliers de followers sur tes réseaux. Enfin, Instagram, tu es sur YouTube aussi, j'imagine. Tu as une chaîne YouTube. Ouais, non, pas trop, un petit peu. Mais tu exploites surtout Insta, quoi. Insta, TikTok. TikTok aussi, ouais. Comment on dit ? Threads ? Thread, c'est le nouveau là. Un petit peu. Twitch un peu, non, toutes ces choses-là, non Twitch non, Twitter non. Voilà. Okay. On peut pas être partout. Mais maintenant que tu as cette influence cette influence depuis un certain temps, elle est posée. D'ailleurs, c'est pas juste un one shot. On sait que ça va redescendre derrière, parce que des fois il y a des étoiles filantes. Toi, t'as construit quelque chose. On va revenir sur ces dernières années d'ailleurs, mais comment tu prends pas la grosse tête par rapport à ça? Alors j'entends bien, tu as déjà fait la réponse en parlant il n'y a pas de négociation et du coup, moi, le tarif, c'est du client, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que tu changes pas toi aujourd'hui dans ton état d'esprit? Tu parlais de respect, d'humain, etc. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas changé alors que tu as du succès aujourd'hui, tu as de la reconnaissance, tu as de l'affluence, etc. Mais je pense que moi, dans ma tête, ce que je me dis, si on revient au début, c'est que moi, c'est du bonus en fait. Moi, c'est tout ce que je fais là à l'heure d'aujourd'hui, dans ma tête, c'est du bonus. C'est-à-dire que je me dis, pour moi, je suis presque dans un rêve, tu vois. Je me dis, j'ai même pas l'impression de travailler, tu vois. Je me dis, là, tout ce que je fais en guide ou en photo, je me dis, peut-être ça peut s'arrêter demain, tu vois. Et du coup, toutes les opportunités que je peux prendre, je les prends. Je suis content avec ça. Et je gagne plutôt bien ma vie, heureusement, tant mieux. Mais je me dis, en fait, vu que je suis content de faire ce que je fais, en fait, les trucs qui vont me saouler, tu vois, je sais pas, tu vas me dire... je sais pas, de faire un travail qui me saoule, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais quelque chose qui va me saouler, là je vais te dire si tu me proposes un prix qui est pas top, tu vois, je veux dire non, là ça me plaît pas, je le ferai pas en fait, tu vois, parce que c'est même pas une question d'argent, je me dis même si tu me proposes beaucoup, je le ferai pas, tu vois. Et du coup, vu que tout ce qu'on me propose ça me plaît, en fait c'est plus de la passion, mais c'est ça qui est un peu traître aussi, et dans notre métier de guide c'est pareil.
la première fois que tu vas au Mont Blanc et que tu demandes de l'argent à des clients, alors que toi, avant, tu y allais pour gratuit, c'est même toi qui payais. Tu vois ce que je veux dire? Dans la démarche, tu te dis, putain, c'est pas évident. Tu vois, des fois, t'es presque gêné. Tu te dis, putain, même les journées de poudreuse où tu te la régales en ski avec tes clients, bah, t'es presque aussi content qu'eux. Et je trouve que c'est toujours. Enfin, moi, ça me gêne. C'est toujours un petit peu gênant de se dire. C'est assez éclairant ce que tu dis, je pense, pour des professions, tu vois, qui triment un petit peu dans des modèles classiques. Hein, ce que tu dis, moi, si j'avais été finalement, entre guillemets, sans dénigrer les guides classiques, etc., c'est pas le sujet, mais je rentre dans une matrice, tu vois, et en fait, je sais que je vais faire un travail qui est un peu quantitatif pour gagner ma vie, entre guillemets. Bien sûr. Dans beaucoup de métiers, c'est ça, un métier de conseil. Et j'ai bien aimé, moi, finalement, c'est ce que tu nous apportes, c'est une certaine clé, de dire, bah, finalement, je mixe deux savoir-faire pour pouvoir justement me différencier dans cette discipline par rapport aux autres. Je pense à, tu vois, des métiers comme, moi, mon métier à la base, quand je me suis reconverti, c'était la sophrologie, sophrologue, préparateur mental, etc. Et puis, en fait, tu te rends compte que et ça parle peut-être à des gens hein, dans leurs univers de technicité ou de passion pure, tu vois, aider les gens. Je veux aider les gens, mais les gens sont pas prêts à dépenser dans mon modèle économique. Et en fait, si tu veux monter un petit peu tes tarifs et sans les négocier, ce que toi, tu nous enseignes en plus, finalement, est-ce que tu n'as pas, à côté de cette spécialisation, quelque chose à côté passion que tu pourrais imbriquer pour te différencier et finalement avoir un prix qui, pour le coup, se négocie même pas parce que c'est un prix qui n'est pas rationnel, quoi, en fait. C'est plus dans les codes, quoi. Bah c'est ça, ouais, si tu as vraiment, on va dire, l'exclusivité de ce que tu fais et que tu es vraiment spécialiste tu vois, dans ce que tu fais, bah, au final, les gens ils viennent te chercher, toi, et peu importe le prix que tu vas donner, ils te prendront toi, parce qu'ils n'ont pas le choix, il n'y a personne d'autre. Et t'as pris, tu peux remettre un petit flash là-dessus, quand est-ce que tu prends conscience de ça, que tu es exclusif, toi? Voilà, je l'ai pris conscience un peu avant avec le projet d'Inoxtag, tu vois, là, à ce moment-là. Parce qu'au final, il y a beaucoup. Pas plus tôt que ça? Non, pas trop. Hein. Quand t'as North Face qui vient de sonner à ta porte, tu te dis quand même là, il y a un truc, quoi. Je sais pas, ça a été progressif en même temps, rapide et progressif en même temps. Du coup, tu te dis que t'es là parce que t'as fait des choses avant, mais je comprends. Mais puis je vois aussi, il y a d'autres gars, tu vois, qui sont peut-être moins dans la lumière ou moins sur les réseaux, ou que je sais qui sont forts et tout. Mais tu vois, par contre, je vois les mentors, enfin les mecs que moi je suivais, que je me disais, ouais, c'est vraiment les mecs qui étaient au-dessus de moi et tout. Bah, je vois, ils ont tous arrêté plus ou moins quand même, tu vois, assez rapidement au final. Pourquoi? Il a lassitude ouais, je pense un peu de lassitude. Le modèle économique qui tient pas. Le modèle économique qui était pas incroyable non plus. Et puis au final, tu vois, il faut vraiment savoir se réinventer à fond, tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai pris le virage des drones, là j'ai pris le virage des drones de course, FPV, faut faire de la vidéo. En fait, tu vois, c'est-à-dire que les mecs qui sont cantonnés sur une seule chose, sur que de la photo ou que de la vidéo, et ben ils meurent à petit feu, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas dans la montagne, montagne et dans l'outdoor. Tu dis, va parler à beaucoup de gens dans des univers complètement différents, c'est l'évidence. Tu vois, il faut réussir à se botter le cul, à se dire, tu vois, là moi pour piloter les drones de course, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je dépense de l'argent, je vais cracher des drones, je vais passer du temps dessus. Peut-être que je vais même jamais. Et encore à l'heure actuelle, j'ai encore jamais bossé avec. Enfin, tu vois, vraiment. Mais mine de, tu sors des images sur les réseaux, ça fait parler les gens, t'as cette compétence en plus. Par contre, j'ai fait bosser des mecs qui étaient pilotes de drones FPV. Et du coup, bah, tu sais de quoi tu leur parles. Tu leur dis, ouais, mec, faut prendre tel drone. Ah ouais, t'as quoi comme machine, tac, tac, tac. Et du coup, tu sais caler ton truc et tu sais de quoi tu parles, tu vois. Et comment tu as réussi à ça? Alors pareil, tu vois, l'excuse, là je vais dans les questions creuser un peu, tu vois, mais sur ce moment où tu sens qu'elle, voilà, je suis bien, je sais à poser, mais je veux pas, entre guillemets, ni m'ennuyer, ni me satisfaire de ce que j'ai. Comment tu arrives à te projeter ou à trouver du temps pour, parce que tu sais, souvent les gens te disent, alors ça, j'ai pas le temps de toute façon, je suis taquet. Comment tu trouves du temps pour te réinventer et aller chercher de nouvelles choses? Ben, au final, faut se libérer, faut trouver du temps. Moi aussi, je me dis toujours que j'ai pas le temps, et puis bah, le truc c'est que si tu le fais pas, tu te fais bouffer, quoi. Enfin, si tu prends pas le wagon. Alors c'est quoi ta méthode? Tu t'imposes le truc, tu l'écris sur une feuille, tu te mets dans un agenda, ton téléphone. Ma méthode c'est, tu vois, vraiment la curiosité, de garder cette curiosité et ces trucs à la con, tu vois. Mais genre quand je prends la voiture pour aller, pour rentrer chez mes parents en Ardèche, 4 heures de voiture. Et bah là, je regarde sur YouTube les mecs, tu vois, comment ils font pour. Je sais pas, pour piloter un drone, c'est quoi le logiciel que le mec il utilise, ah ouais, c'est quoi le drone, comment ça marche, tac, tac, tac. Toi, tu cultives cette curiosité, et après, tu vois enfin, moi, j'arrive à me dire, ah ouais, si le gars il fait ça, ça veut dire que moi, en montagne, je vais pouvoir faire ça, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est intéressant, oui ou non? Après, ça peut être dans d'autres domaines, voir ce qui se fait ailleurs. C'est ça, ouais, c'est clairement ça, tu vois, les mecs de base,
que ce soit pour du drone ou pour n'importe quoi d'autre, tu vois, pour de la vidéo, pour telle caméra. Tu vois, je vais voir un mec qui va faire, je sais pas, une vidéo avec une caméra. Il a filmé, j'en sais rien, des baleines. Je me dis, ah ouais, ok, s'il filme des baleines de nuit, est-ce que nous, on pourrait pas faire un truc de ski de nuit? Tu vois, c'est plein de choses comme ça, tu vois. Et puis après... Ça, c'est un talent que je me permets de te faire un feedback à toi, mais pour tous ceux qui écoutent aussi, parce qu'en fait, souvent, l'innovation, on ne sait pas trop par quel bout la prendre. Finalement, il suffit de regarder dans d'autres domaines ce qui se passe, rien à voir avec ton univers, et de dire, prendre les bonnes tendances, et de dire, tiens, est-ce que ce que j'ai vu là, est-ce que je peux pas le mettre moi dans mon environnement à moi, dans mon univers? Et tu as un exemple de ça, par exemple, où tu parlais des drones et de... Drone de course, FPV, ça s'appelle. HPV FPV. Pardon. Ouais, c'est First Person View. Ok. En fait, tu vois depuis un masque, en fait. D'accord, une réalité virtuelle, tu as ton masque et tu vois comme si tu étais dedans, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, tu as une caméra sur le drone, et en fait, c'est des drones qui font très vite. Et du coup, tu les pilotes. Et en fait, il n'y a aucune assistance pour ceux qui connaissent un peu les drones. Les drones classiques qui sont stabilisés avec des GPS. Et là, c'est des drones, il n'y a aucune stabilisation. Non, il n'y a rien. Comme plus léger, quoi. Et du coup, par contre, plus léger, plus agile. Surtout, tu vois, pour suivre des skieurs. On fait un petit peu en trail, mais un peu moins. Mais surtout en ski, c'est très utile. Est-ce que c'est ça ou c'est un autre exemple? Tu vois un truc à un moment donné dans le surf mer ou je sais pas, tu vois Thomas Pesquet, par exemple, qui fait un truc, qui te dit waouh, ce qu'il est en train de faire là, je vais le faire moi dans la montagne. C'est un exemple comme ça? Ouais, au début des caméras 360. Tu vois, les caméras 360, là. Au début, j'avais vu un mec qui avait sorti une vidéo, je crois que c'était en course à pied. Course à pied, le mec, il se filme en courant avec une perche, mais au tout début, vraiment, il y a méga longtemps, avant que GoPro, ils sortent leur truc. C'était au tout début, c'était Nikon, je me rappelle, qui avait sorti une Nikon. Parce qu'après, c'est quoi? C'est l'Insta 360? Non, maintenant, c'est Insta 360 qui sont un peu les leaders. Après, il y a eu les Ricoh. Ouais, il y avait quasiment rien. D'accord. Et là, je m'étais dit, putain, mais ça, en montagne, c'est parfait, quoi. Mais sauf qu'au début, c'était mal gaulé, c'était lourd, la batterie, elle marchait pas avec le froid. Et du coup, au début, tu dépenses... Enfin, toi, je dépensais 1000 € dans une caméra qui marche pas, que tu galères. Et c'est méga frustrant, tu vois, parce que tu te le ramènes en montagne. Toi, c'est lourd dans ton sac à dos. Tu te fais chier à faire les images, tu fais chier tout le monde avec tes images. Et derrière, tu rentres chez toi, tu vois que ça va pas marcher comme tu voulais. Mais au final, après, tu vois que l'innovation, elle continue son chemin. Tu dis, ah ouais, là, ils ont sorti ça, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire ça, ça va aller mieux. Et tu vois, c'est toujours... et c'est là où aussi, je vois les gens, ils disent, ouais, les réseaux sociaux, il n'y a pas d'avantage, c'est que du temps perdu, du truc. Mais au final, pour moi, en tout cas, en tant que créateur de contenu et photographe, et même en tant que guide, ça me donne plein d'idées, tu vois. Je vois des mecs qui vont te faire des courses d'arêtes hyper belles en Suisse, ça me donne envie d'y aller. Je vois des mecs en faire du BMX qui vont filmer d'une certaine façon où je me dis, ah ouais, on pourrait peut-être l'adapter en montagne, comment ils ont fait pour faire ça, tu vois. En fait, ça éveille tes curiosités, tu vois, sur plein de choses. Et je trouve que c'est ça la richesse au final des réseaux. Comment tu fais pour avoir cet œil? Je me rappelle de toi maintenant quand tu étais adolescent, je me rappelle, il y a 1h qu'on en parlait, mais tu voulais ramener justement cet univers à tes parents, donc tout le fait de faire des photos, de filmer, etc. C'est quoi, comment tu fais pour pas le perdre, cet esprit-là, en fait? Toujours regarder avec un œil neuf, un œil peut-être d'enfant. C'est quoi ton truc à toi? Pas blasé, tu vois. Moi, non. On sent que t'es jamais blasé de ce que tu fais, tu vois, à ce côté... Ouais, déjà, parce que grâce aux nouvelles technologies, t'as toujours des nouvelles choses qui peuvent, tu vois, qui vont t'apporter des choses qui jusqu'à présent étaient impossibles à faire ou très compliquées. Donc je trouve que c'est vraiment ça, tu vois, la facilité avec les nouvelles technologies. Et aussi le fait de ne pas faire que photographe, tu vois, d'avoir cette dimension guide. Tu vois, là, par exemple, avec Inoxtag, je fais que le guide, quoi. Je filme un tout petit peu, mais vraiment, c'est un tout petit peu. Et du coup, ça me permet aussi de me ressourcer un peu de temps en temps, de souffler, de me dire... parce que des fois, quand j'enchaîne les shootings, je sais que j'ai plus d'inspiration, tu vois. J'ai l'impression de refaire 20 fois la même image, je vois plus les belles choses, tu vois, je suis trop focus, surtout quand tu fais des shootings hyper précis pour des grosses marques, avec des briefs très précis, tu shootes 20 000 produits, tu perds un peu cette inspiration, tu vois, ce côté un peu artistique. Et le fait de pouvoir faire des breaks, me dire, bon, là c'est bon, la photo, la vidéo, j'en ai un peu ma claque en ce moment, il y a des bonnes conditions en montagne, je prends des clients et je vais faire de la montagne, tu vois. Et j'arrive à switcher assez rapidement. Voilà, je suis dans des groupes avec d'autres guides, je vois qu'il y a des clients qui ont envie d'aller faire une course en montagne, je les prends. Et puis voilà, ça me redonne de l'inspiration, tu vois, d'avoir des breaks je pense, en tout cas, en tant que photographe et créateur de contenu, c'est vraiment pour moi la clé, parce que sinon, je trouve que tu finis par te lasser et t'ennuyer de ton métier, quoi. Tu prends des vacances un peu ou tu coupes complètement tout?
Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est ta façon de te ressourcer, de voir un petit peu ton truc avec du recul. Ça reste toujours quand même dans ta passion malgré tout, quoi. C'est ça, ouais. Oui, non, tu te vois pas bord d'une plage, partir à Bali ou je sais pas. Non, ouais. Ça, j'ai un peu du mal. Bouquiner, lire un livre. Ça, j'ai du mal, mais... Tu lis pourtant, j'ai lu que... Enfin, chez toi, tu bouquines un peu quand même. Ouais, carrément. C'est des inspirations aussi pour toi d'aller chercher dans des parcours d'autres personnes, au travers de récits, de romans, de je ne sais quoi. Ouais, là, en ce moment, je suis pas mal dans l'histoire de l'alpinisme. Tu vois, des courses. Au final, tu sais, c'est un truc quand t'es jeune. Contemporaine ou ancienne Non, ancienne, ouais. Ancienne, ouais. Des qui, par exemple? Là, en ce moment, je lis le livre d'Edward Whymper. Ouais. Où, du coup, tu vois, il parle de la première au Cervin, de la première ascension de l'Aiguille Verte par le Whymper et tout. D'accord. Et en fait, ça, c'est quelque chose, quand t'es jeune, moi, ça me parlait pas du tout. Ça te parlait pas, ça, jeune? Ça m'intéressait pas, en fait. Je me disais, ouais... D'accord, c'est pas un truc que t'avais tout gamin, ce rêve-là, en tout cas. Ce que tu ouais, tu sais, puis même, ça me parlait pas. J'étais en mode, je regardais la voie, la course, je regardais la cotation, l'altitude, et j'y allais, et puis voilà, je trouvais ça beau, je trouvais ça cool, mais je m'intéressais pas du tout à l'histoire qu'il avait fait, comment... Et maintenant, du coup, je trouve ça cool, maintenant, de me replonger, de me dire, ah ouais, j'ai fait cette course, et de me dire que... Enfin, toi, en fait, ça me permet de voyager parce que j'ai vécu le truc et il y a le gars qui qui raconte la première ascension et qui... C'est immersif le bouquin quand tu le lis? Ouais, c'est immersif. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être à sa place, tu vois, de me dire ouais putain, ils sont passés là comme ça, putain ouais, c'est fou. Et du coup ça c'est mon petit délire en ce moment-là. Mais et puis ça m'a permis d'inspirer aussi, toi, de retrouver des vieilles images, des choses qui ont de comprendre la montagne, comment c'était fait avant. Et puis tu vois, les images un peu des anciens photographes, de retrouver des spots qui maintenant sont plus du tout utilisés ou sous-cotés. Tu te dis, ah ouais, là, il y a une belle photo à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'on a, est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose à faire, mais sous d'autres angles, de façon différente? Donc, je garde un peu d'inspiration, et voilà, après, c'est... T'es pas en mode, je reprendrais bien, tu vois, le côté traditionnel. Tu vois, on voit des gens qui vont réutiliser même des appareillages de l'époque. Ça, c'est pas ton trip, tu vois, de dire, je vais utiliser vraiment le... C'est pas trop mon trip, non. Non, ça, c'est pas trop mon trip. C'est plutôt d'apporter la modernité dans ce qui a déjà été fait, avec un œil différent, un angle différent. C'est ça, ouais, exactement. C'est pour refaire la même chose. Au final, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, surtout que à l'époque, c'était tout le défi technique de te dire, t'avais un appareil photo qui était hyper lourd. Potentiellement, tu voyais pas les photos que tu prenais, c'était un cliché unique. Je sais pas comment tu réagis à ça, toi, quand je vois justement tout ça, où je lis, je me dis, mais purée, comment ils ont fait quand même pour faire des trucs à cette époque-là. Fallait être courageux, quoi, déjà en termes de textile sur soi, de protection. C'est fou, quoi. Le poids sur les épaules, ce qu'ils portaient. C'est dingue, quoi. Ouais, c'est fou. Moi, je lis des récits là où les mecs qui partaient en expédition avec un appareil photo, ils faisaient des photos tout le truc, et ils savaient même pas si ça allait marcher, tu vois. Ouais, en fait. Tu rentrais en France et là, tu faisais développer, tu savais si ça allait marcher ou pas. Cramé. C'est ça. Et du coup, là, je me dis, je m'imagine à la place du gars, je me dis, si moi je faisais la même chose, que je foutais, sans savoir ce que je fais comme image, sans être sûr de mes réglages et tout, sachant que c'est des trucs qui sont des expériences d'une vie, où tu t'y mets énormément d'énergie, tu te dis, putain, ça marche pas, ça saoule, quoi. Ouais. Tu nous recommanderais, tu vois, alors évidemment, moi je recommande tout ce que tu fais pour te suivre, évidemment, parce qu'on en... Tiens, d'ailleurs, avant de poser la question que je vais te poser, c'est un truc dont tu es très fier, toi, en termes de rendu, que tu nous invites à regarder à propos, dans le côté immersif, tu vois. Que j'ai fait moi ? Ouais, toi déjà. Il y a un film qui est sur Amazon Prime, qui s'appelle Out of Frame. C'est un film portrait sur moi. Enfin, en fait, on explique un peu l'envers du décor d'une prise d'image. D'accord. Et du coup, il y a une partie portrait et une partie où on montre un peu le projet. T'es heureux quand tu vois ça ? Ouais, ça te remplit de joie ? Ouais, je suis assez fier de ce projet. C'était un beau projet qu'on a mené pendant le Covid. Et avec un copain, là, Antoine Ménage, avec qui je filme beaucoup. Ouais. Et non, ça, c'est un bon projet. Après, moi, j'ai fait beaucoup de projets commerciaux au final, tu vois, qui sont pas... qui vont pas parler à grand monde. C'est plutôt des choses, très... très commerciales, très dans l'industrie de l'outdoor, mais sinon... Et inversement, maintenant, tu vois, c'était ma question initiale, c'est toi, en termes d'inspiration, tu suis quelle personne, quel collectif, qu'est-ce que tu aimes bien suivre, toi ? Et que tu les recommandes d'ailleurs. Il y a plein de choses, j'imagine, mais... Ouais, moi, je suis tout, je regarde tout, en fait. Ouais. Je regarde tout le monde, ce que fait tout le monde, un peu. Et du coup, j'ai pas de personnes comme ça, ou de collectifs qui me viennent en tête, parce que c'est plutôt des agences...
des agences qui font un peu de tout, mais non, il y a plein de créateurs de contenu qui m'inspirent, mais après, chacun un peu dans son domaine. Moi, à l'époque, c'était vraiment, tu vois, c'était Seb Montaz, qui était vraiment... C'est lui qui t'a, à un moment donné, pas donné envie, parce que l'envie était déjà là avant, mais en gros, de te dire, ouais, ce qu'il fait lui, c'est trop bien, j'ai envie... Clairement, ouais, non, c'est sûr que ça fait partie des mecs qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, tu vois, parce que déjà, il était guide. Bah oui. Et aussi, il avait cette dimension en photo. C'est vraiment le gars, pour moi, le pionnier dans ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment créateur de contenu. Il était déjà sur les réseaux un petit peu. Ouais. Il arrivait à suivre les meilleurs athlètes du monde. Et du coup, c'est clair qu'il m'a beaucoup inspiré. Ouais. Ouais. Moi, là, pour le coup, je te rejoins en tout cas. Il y a un truc, je serais incapable de dire c'est quel docu, mais forcément on va parler de Kian Jornet, mais tu vois, c'est pas tant le fait de parler de Kian Jornet, quand Seb Montaz il dit en fait ce qui m'intéresse c'est pas le gars, c'est pas ce qu'il fait, tout ça, c'est ce qui sait pas encore sur lui, tu vois. C'est-à-dire le gars il fait des trucs mais il sait pas vraiment pourquoi, et moi j'ai envie d'aller chercher ça avec lui, grâce à l'image, grâce au montage qu'on va faire ensemble, l'histoire qu'on va raconter. Et c'est, tu vois, et en fait je pense à tout le monde finalement, parce que quand tu as quelqu'un, un œil extérieur qui est capable de te suivre, de pouvoir te révéler toi-même dans ce que tu es en train d'accomplir, moi je trouve ça tellement inspirant. Alors j'ai hâte de regarder, tu vois, Out of Frame, parce que je connais pas, je peux encore regarder, mais j'ai cette obsession, tu vois, d'aller chercher derrière la personne, ce que tout le monde voit, tu vois, Kian Jornet, ok, tout le monde voit, mais grâce à Sébastien Montaz, en tout cas, on voit le mec un peu, c'est pour ceux qui vont vraiment contempler, tu vois, se mettre contemplatif face à ça, on voit autre chose que ce que tout le monde voit en surface finalement. Et est-ce que toi, ça t'anime ça justement de pouvoir révéler un petit peu l'humain dans ces quêtes qu'on voit à la montagne parce que moi, je sens vachement ça en toi finalement, c'est cette notion, tu parlais d'Inoxtag, tu parlais pas tant de l'influenceur, tu parlais pas de ton projet, tu parlais de lui et ses valeurs, tu vois ce qui l'anime vraiment, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est une dimension qui est hyper intéressante. Et puis même, on va dire, les personnes... en fait, la différence de notre métier en tant que photographe outdoor, c'est vraiment qu'on va passer du temps avec les protagonistes, les personnes avec qui on va faire de l'image, tu vois, que ce soit des trailers, que ce soit des alpinistes. Et du coup, tu lis une certaine amitié, tu vois, qui est forte. Parce que si tu fais photographe avec des célébrités, j'en sais rien... je sais pas, les mecs qui font des photos d'Inoxtag, mais il leur dit, mec, t'as 1 heure pour faire les photos qu'on doit faire, et puis tu lui parles pas au gars, enfin, tu vois, tu lui dis, mets-toi comme ci, comme ça, mais c'est tout. Alors que là, Kylian, j'imagine, tu vois, Seb, il lui dit, on va faire une course en montagne, tu passes du temps ensemble, tu vas peut-être dormir ensemble au refuge, donc tu as le temps d'échanger, et du coup, tu crées aussi une relation de confiance, parce que aussi, il y a cette dimension engagement-risque, qui fait que tu as besoin d'avoir aussi confiance aux personnes avec qui tu vas en montagne. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, d'être guide. Des fois, je me suis retrouvé sur des shootings où j'arrive avec des athlètes, tu vois, je sais pas, je me rappelle... tu te retrouves avec des Samuel Antamaten, des mecs qui sont hyper forts en montagne. T'arrives, il te dit, c'est toi le photographe, tu vois, encore un photographe, tu vois, on en a marre. Et tu dis, ouais, je suis photographe, je suis guide aussi, tac. Et tu vois, en 2-2, le mec, il dit, ok, le gars, il sait ce qu'il fait, tu vois. Ce que je veux dire, il sait que je vais pas l'envoyer au carton, il sait que moi, je vais pas me tuer non plus. Donc, tout de suite, ça instaure une relation de confiance. Et après, le fait de passer du temps ensemble, c'est sûr que tu peux... Et moi, ça m'a fait rire, parce que des fois, je me disais... la personne, je sais que je vais la rencontrer et la connaître avant lui-même qu'il sache qui je suis, tu vois ce que je veux dire. Je me disais, je vais faire un truc avec tel gars, et je savais déjà à l'avance que ça pouvait matcher, qu'on allait passer du temps ensemble, et je trouvais marrant, tu vois, se dire que, tu sais, des mecs, c'est un peu des stars ou quoi, tu te dis, tiens, je vais pouvoir le rencontrer, parce que je fais des photos, et ça, je trouve c'est hyper enrichissant, tu vois, de pouvoir passer du temps avec eux, et aussi, tu vois, des personnes qui sont très forts dans leur domaine, au final, t'apprends énormément, tu vois, de comment ils fonctionnent, j'en sais rien, ça peut être dans le ski ou la cascade de glace ou n'importe quoi, ou même dans le trail, tu vois, tu vas comprendre le mec comment il s'entraîne un petit peu, à quoi il fait attention, et ça du coup au final alors que le mec il est au top de son domaine, tu vois, tu te dis, moi à titre perso, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements à sortir de ce que lui il fait, tu vois ce que je veux dire, si lui il fait gaffe à ça, peut-être qu'il va falloir que je fasse gaffe à ça aussi, tu vois. Et ça, je trouvais ça c'est hyper intéressant, tu vois, même pour moi derrière en tant que guide, quand tu travailles avec les meilleurs freeriders du monde, quand tu amènes des gens en freeride ou en hors-piste, t'as vu comment les meilleurs freeriders du monde, ils évoluent. Et du coup, toi, tu sais que potentiellement, tu peux pas te prendre et te mettre à leur place, mais tu sais à quoi ils font attention, tu sais comment ils vont aborder la pente, et du coup, ça, au final, ça t'aide énormément. Enfin, tu vois, c'est presque de la formation gratuite, entre guillemets, tu vois. J'avais fait un petit peu mon influenceur, parce que bon,
Tu l'as dit tout à l'heure, finalement, quand on veut partager son savoir-faire, partager ce qu'on aime faire, sa passion, etc., bah oui, les réseaux servent aussi à ça, et puis ça permet de toucher une grande audience, comme le font les influenceurs aujourd'hui sur YouTube ou peu importe le réseau social finalement. Et c'était allez, dédicace à mon agence, mais surtout à Donovan. Il me dit, Cyril, fais-nous un truc sur Inoxtag. Je lui dis, c'est qui Inoxtag? Il me dit, mais si, tout le monde en parle, il va faire l'Everest et tout. Fais-nous un truc sur lui. Je dis, qu'est-ce que je fasse? Je sais pas. Moi, je ne raconte que ce que je sais, mes expertises, les gens que je rencontre, et lui, je le connais pas. Il me dit, je sais pas, trouve-moi un truc. Ok. Et en fait, du coup, je regarde ta vidéo avec lui. Enfin, du moins, sa vidéo avec toi, on va dire dans le bon ordre, mais c'est ce que tu as fait, ce que vous avez fait ensemble. On va le dire, c'est du win-win finalement. C'est une co-création. Et puis, et là, je me rends compte qu'en fait, le gars, il va réussir l'Everest, quoi. Je sais qu'il va le faire. C'est sûr. Moi, je peux te le garantir maintenant, c'est sûr à 100%. Bon, on s'était pas concerté, ni toi ni moi, tu vois, on est en live. Et la vidéo, c'était dire pourquoi il va le réussir. Et souvent, on me pose la question, maintenant avec du recul, maintenant que j'ai la chance de rencontrer des gens comme toi, tu vois, dans le podcast, que je coach des jeux sportifs de haut niveau, dans différents domaines. Et ben en fait, il arrive un moment donné, je pense que tu captes ça aussi, tu étais capable de dire cette personne-là, et beaucoup de guides en fait ont cette sensibilité-là, cette connexion avec l'humain pour dire, je sais que lui va y arriver ou pas. Oui. Au Mont Blanc, peu importe où, l'Everest, etc. Et en fait, là, il y a un truc qui est très fort dans ce que tu nous dis, c'est finalement, je m'entoure des meilleurs, je vais me connecter avec les meilleurs, et puis je vois tout ce qu'il faut, et finalement, j'apprends, c'est l'apprentissage permanent, et puis je vois ce que je peux prendre sur moi, tester, etc. Et tu testes beaucoup de choses, quoi, ta curiosité, le côté de tester des choses. Et moi, Inoxtag, quand je vois qu'il est avec toi, quand je vois qu'il est avec Mathieu Nicolas, et quand je vois qu'il est avec je ne sais plus quelle troisième personne j'avais dit, je me dis, c'est bon, il va réussir, parce qu'en fait, il est entouré des meilleurs, et en fait, ce qu'on appelle un peu dans l'entrepreneuriat, le cerveau collectif, mais finalement, on peut mettre le nom qu'on veut, quand on s'entoure des personnes, finalement, on est presque condamné à réussir. Clairement. Non, c'est sûr. Et là, Inox, moi, sur lui, ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'il a ce feeling pour sentir les personnes aussi. Tu vois, alors qu'il est hyper jeune, il a très peu d'expérience. Ouais. Mais quand je suis allé voir, tu vois, j'ai vu son équipe à Paris, je me suis dit, mais ah ouais, le gars, il est vraiment... toute l'équipe autour de lui, je me suis dit, c'est que des mecs jeunes, et c'est que des gars hyper talentueux dans ce qu'ils font. Tu vois. C'était vraiment en mode que les meilleurs de la nouvelle génération, et lui, il les a sentis, tu vois, ces gars. Et à un moment donné, il a même dit, c'est ce qu'il m'a raconté, il m'a dit, lui, il était... donc, tu vois, il commençait à grossir sur YouTube et tout. Il a quasiment viré toute son équipe. Il a dit, là, les gars, vous êtes plus compétents, en gros. Enfin, tu vois, c'est ça un peu en mode, là, on est en train de passer un nouveau step. Vous n'avez pas forcément les compétences. Et il a changé d'équipe. Et tu vois, c'est dur de se dire, les gars avec qui tu as confiance et tout, de recréer de la confiance, de retrouver une nouvelle équipe. Et là, toute son équipe qui est autour de lui, c'est que des mecs hyper bienveillants. Tout le monde, tu sens que tout le monde se la donne et se la tue pour lui, quoi. Pour lui, pour le projet. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... C'est ça, je trouve, c'est dur aussi en France d'avoir ce mindset-là. Enfin, par rapport, je vois, toi, à d'autres pays où, même, tu vois, en tant que photographe, si tu prends un jeune, un assistant ou un mec qui va venir, à qui tu vas lui apprendre un peu les bases, c'est dur de trouver la bonne personne qui va pas vouloir te manger tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment très français, je trouve. De la mode, tu montres un truc, tu montres un peu à quelques personnes comment ça marche, et le mec, direct, tout de suite, il a envie de te copier ou de te bouffer, quoi. Et il y a pas, je trouve, il y a pas trop de respect, tu vois, en France. Et je trouve toute l'équipe qui est aujourd'hui de Inoxtag, tous les gens avec qui il bosse, il y a un énorme respect pour ce que lui, il fait, il y a pas de jalousie. Et lui, il est fort pour s'entourer des bonnes personnes, c'est sûr. Tu vois, cette séquence de 5 minutes, tu vois, je l'extrais de notre conversation, je la mets à des cours de management, ou je la mets à les anciens dont je fais partie, qui sont un petit peu genre à se dire, parce que notre cerveau est fait comme ça, en fait, on regarde toujours un petit peu le passé, on regarde toujours un tropisme qui est toujours sur les acquis, les choses qu'il faut faire, la matrice, tu vois, quelque part, mais notre cerveau est fait comme ça. Mais finalement, la réussite aussi, c'est de savoir regarder ses talents, et puis la jeunesse, avec tout ce qu'elle peut incarner de bon aussi, et merci de nous le dire, Mathis, de nous le rappeler, parce que voilà, si on regarde seul côté, la partie émergée de l'iceberg, effectivement, on peut être critique, jugé à la bonne française, comme on a tendance à le faire, c'est notre tropisme, c'est comme ça. Puis d'un autre côté, quand on regarde derrière, et toi, tu vois le back-office de tout ça, et tu vois les talents, et j'ai un mot que j'ai bien aimé, d'ailleurs, j'aimerais revenir dessus, ce côté, il y a du feeling, quoi. Avoir le feeling. C'est quoi pour toi avoir le feeling? Parce que quand on est en montagne, il faut avoir le feeling, il faut sentir les choses, quoi. Sinon, tu peux passer de l'autre côté, quoi. Je serais pas trop l'expliquer. Justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est compliqué. Non, avoir le feeling, tu vois, c'est sentir les choses, sentir les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses, tu vois, ces petits détails sur le comportement de... Si on parle de quelqu'un, par exemple, ça va être son comportement vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'il va te dire, toi, mais très rapidement sur
sur les premiers instants, tu vois, comment il va se présenter, qu'est-ce qu'il va vouloir te raconter, là où il veut t'amener. Ouais. Et du coup, t'as quelques petites clés qui te permettent de te dire, oula, attention, là, il faut que je me méfie, tu vois ce que je veux dire? C'est le côté un peu animal, tu vois. Ouais, il y a un truc un peu animal, et ça peut être pareil pour en montagne, tu vois, une pente où tu dis, ah tiens, là, j'ai l'impression que là, c'est un peu chargé, j'ai pas le feeling de cette pente parce que, tu vois, un peu raide, un peu venté, ou l'atmosphère globale, tu vois, peut aussi te dire, ouais, aujourd'hui, je me sens pas terrible. C'est un peu... ouais, c'est pas évident à décrire, mais tu vois, Inès, il y a 2-3 fois où on a rencontré des gens ensemble, et on a eu tous les deux le même feeling, tu vois. On a tout de suite, on a senti les mêmes choses. Et comme quoi? Bah, tu vois, des mecs qui venaient parce qu'il était connu, ou tu vois, les mecs qui viennent tout de suite, ils disent oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, nana, tu vois, ils justifient énormément ce qu'ils ont fait. Et tu vois, plein de petites choses comme ça où tu te dis, bon, on a compris, tu vois, genre, tu comprends, avec Inox, on se regarde, on se dit, c'est bon, on a compris. Le gars, il est là parce qu'il pense que Inox, il a de l'argent, ou parce qu'il est connu, ou parce que, tu vois ce que je veux dire, c'était un peu des profiteurs, tu vois, des gens qui viennent... pas pour les bonnes raisons, au final. C'est ce que tu dis, tu vois, dans les mots. Hein, j'écoute les mots. Hein, je fais mon sophrologue de base. Hein, j'écoute les mots que tu emploies. Et pour décrypter, hein, pour la notion de feeling, tu dis, bon, avoir le nez, sentir, etc., les sensations. Il y a quelque chose de très... Ouais, les instants, les détails, les petites choses, tac, tac, tac. Donc, tout ça, les choses qui sont fines, quoi. Et ça, ces choses fines, on les explique pas toujours parce que tu dis, si on essaie de comprendre, et là, tu as dit comprendre, ah bah là, ça y est, j'ai compris. Donc, j'ai compris, en fait, quelque chose de rationnel. Et là, pour le coup, bah, si c'est rationnel, c'est qu'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt, c'est qu'il y a de l'argent derrière. S'il y a de l'argent, c'est qu'il y a un business, etc., etc. Voilà, bref. Alors qu'en fait, à la base, sentir, feeling, dans ton environnement qui est celui de la montagne, tu l'as dit, hein, l'hygrométrie, le toucher de la neige, c'est que du sensationnel, kinesthésique, voir, sentir, etc. Mais pas facile dans les relations humaines, ça. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, sachant que des fois, tu peux te tromper aussi sur des... Tu peux penser avoir un bon feeling. Au final, tu peux te retrouver être déçu par certaines personnes. Mais d'avoir, déjà, si t'as un peu un feeling, de réussir à s'entourer des bonnes personnes, comme Inox, il l'a fait, et que derrière, t'as les bons projets, au final... C'est ça que tu vois qu'un mec comme Inox, il fait que ça explose. C'est que, tu vois, il sent les personnes. Comme je dis, pour le projet qu'on fait ensemble, il n'a pas hésité à dire, je perds de l'argent, j'ai payé des gars pour rien, mais je sens qu'avec Mathis, ça sera mieux, tu vois. Et tu vois, il est clair avec ça. C'est pas facile, en plus. C'est pas facile de se dire, tu vois, lui, s'était engagé auprès des gars. Et puis bon, ils n'ont pas fait de faute, si tu veux. Il n'y a pas eu de... Quand il leur a dit, désolé, on va plus travailler ensemble. C'est le fameux truc des inconnus, si tu veux, ça montgolfière s'envole, il faut savoir lâcher un peu du lest, tu vois. Donc, ouais, du coup, c'est clairement ça. On n'a pas envie de lâcher du lest parce que ça rassure, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on a acquis, on sait les relations qu'on a construites. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis de se dire, lui, tu vois, il me connaissait pas, de lâcher les autres pour aller avec moi. Donc, tu vois, il y a tous un peu ces feelings. Aller dans l'incertitude, le nouveau. Mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment, tu vois, le côté un peu entrepreneur et en fait, il faut vraiment pas s'endormir. Il faut jamais s'endormir et toujours être toujours avoir cette motivation et de se dire je me botte le cul et je tente des nouvelles choses. Ça marche pas. Bon, en parlant de botter le cul, je t'ai laissé le cul assis pendant trop longtemps pour un gars qui est actif comme toi. Ça va quand même? Ça va. C'est vrai. Il y a le mauvais temps qui arrive, du coup, c'est bon. Là. Ouais, c'est vrai que le temps était moyen aujourd'hui. Écoute, Mathis, je te remercie vraiment pour cet instant partagé ensemble. Tu as parlé beaucoup des autres, mais je me répète, vous pouvez l'écouter 2 fois, comme souvent on dit. Un bouquin, on lit 1 fois, c'est bien, mais souvent, il faut lire une 2e fois pour découvrir toute la pertinence de la chose. Bon, les podcasts, je dis pas, il faut tous les écouter 2 fois. Mais si vous écoutez 2 fois Mathis, vous allez entendre plein de choses que vous n'aurez pas entendu la première fois, et notamment quand il parle des autres, il parle de lui. Hein, donc, c'est l'effet miroir qu'on se voit dans le regard des autres. Hein. Donc c'était pas un piège, c'est juste une réalité, c'est comme ça. Moi, parle-moi de toi. Bon tu l'as dit à l'instant, ouais, le mec il raconte tout le temps sa vie et tout ce qu'il a fait, bon, ça va quoi. Par contre, si on parle des autres et tout, c'est une façon plus classe, sympathique de parler de soi finalement. Et écoute, c'était sympa de parler de toi au travers d'un autre, mais j'ai senti en tout cas beaucoup de sincérité dans ce que tu as dit. Et puis aussi, moi j'ai noté 2 mots, tu vois, le côté j'étais un testeur quoi. Dans le bon sens du terme, je suis testeur, tester des trucs, je suis curieux, et comme quoi la curiosité est un bon défaut, est une bonne qualité, on va dire même. C'est pas un défaut, quoi, la preuve. C'est sûr. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais moi... T'as un regret, par exemple? Non. Aucun regret. Ou un truc, tu dis, merde, si j'avais su. J'aurais fait différemment. Franchement, non. Ouais. J'ai quasiment rien, aucun regret. Vraiment 0 regret de tout ce que j'ai fait. Ouais. J'assume tout à 100%, et je suis content et fier de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
T'as 30 ans, t'as pas peur de t'ennuyer dans les années qui vont venir par rapport à tout ce qu'il y a, quand tu regardes derrière, tout ce que t'as pu faire déjà en si peu de temps? Non, parce que j'ai pas mal de projets pour le futur, de développer, tu vois, des choses pour les jeunes, Ouais. tu seras plus dans la transmission. Ouais, t'es déjà dans cette étape-là de transmettre? Bah, je suis pas encore, mais je Ça, commence c'est à réfléchir à comment faire. Tu vois, justement, on revient au projet d'Inoxtag, mais tu vois, il y a énormément de gens et de jeunes qui me contactent, qui aimeraient bien faire comme lui, tu vois, mais sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens, parce que ça coûte beaucoup d'argent, tu vois, de faire des sorties avec des guides et tout. Même le matériel, ça coûte très cher. Et du coup, bah, je vois des jeunes qui sont dans la position dans laquelle moi j'étais quand j'étais jeune, tu vois. Et je me dis, bah, comment je peux les aider, et voilà. Et du coup, là, en ce moment, je travaille sur ça. J'ai pas encore, je peux rien dire, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire, comment, mais voilà, d'être dans la transmission dans un futur proche. Et voilà, et après, développer peut-être d'autres axes de la photo, du guide, on verra. Je vais conclure moi personnellement sur un truc qui m'a donné envie de venir te voir, c'est ce que tu as mis sur ton site internet. Voilà, je suis une sorte d'ovni, assumé d'ailleurs. On peut le penser, mais après l'écrire c'est tout pareil. Hein, dire ses rêves comme Inoxtag, c'est bien d'y penser, de vouloir faire les vrais aspects, de le dire, de l'assumer, et puis prendre tous les risques qu'il prend pour y arriver. Bah faut vraiment faire preuve de courage. T'es courageux pour écrire que t'es une sorte d'ovni, mais avec du recul aujourd'hui, t'es dans une case. Si on devait te mettre dans une case, tu serais... Bah, c'est ça qui est dur. C'est pour ça que j'appelais ça un ovni. C'était Baptiste Chassaigne qui l'avait dit à l'époque. C'était que quand on me demande de me définir, c'est hyper dur parce que est-ce que je suis influenceur, photographe, guide, athlète. Donc suivant les personnes, j'adapte, mais du coup, c'est un peu tout, quoi. C'est un univers où où j'utilise chaque partie qui enrichit les autres. Ouais. Contrairement à ce qu'on apprend souvent aussi, alors bien, pas bien, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais souvent il y a l'antithèse qui est de dire aussi spécialise-toi dans un domaine parce que c'est à force de creuser que tu vas reconnaître ton expertise et que tu seras reconnu pour ça. Mais chacun sa façon d'être, finalement, il y en a qui vont faire comme ça et puis d'autres qui font comme toi, out of the box, et ça marche aussi. C'est sûr. Après, il ne faut pas se perdre à faire trop de choses non plus. Hein. Ça, c'est quand même un conseil que je peux donner. Faut savoir... quand même rester concentré sur les bonnes choses. Oui, mais si on reprend pour finir là-dessus, tu vois, tu as dit step 1 dans ta progression pour arriver là où tu es aujourd'hui. Moi je me suis noté step 1, je me suis spécialisé sur le guide, tu vois, j'avais quand même la documentation à côté. Donc ça, le step 1, c'était le partage, pour moi en fait. Hein. Je veux me spécialiser, mais partager. Après, donc là, tu es allé sur la notion de guide, et puis après, il y a la photo qui arrivait dessus, l'influence et le digital. Et puis le step 3, c'est celui-ci dont tu nous parles, c'est la structure, quoi. S'organiser, se structurer, planifier. C'est fait, ça. J'imagine que c'est fait à n'importe comment que tu vas gérer tous tes projets. Hein. Non, c'est sûr. Maintenant, c'est clean. Si on veut en savoir plus, on te suit sur ton Instagram. Et il y a d'autres façons de te suivre? Non, Instagram principalement. Ouais. Après, s'il y en a qui veulent voir des vidéos rigolotes sur TikTok ou du coup, prochainement sur le documentaire de Inox qui sortira à l'automne prochain. Ouais. On va suivre tout ça avec grande attention. Merci Mathis. Et continue de nous régaler en 2024 et les années à venir. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Puis bonne fin de journée. Merci.